Au sommet Be Wonderful et bravo d'être là. Je te félicite vraiment de prendre le temps de regarder les conférences riches et inspirantes qu'ont préparées pour toi les 19 intervenants réunis pour cet événement gratuit. Alors, coach, thérapeute, auteur, réalisateur, chef d'entreprise, ils et elles surtout, sont venus parler de leur parcours et partager une grande variété de perspectives pour oser être pleinement soi-même et se réaliser après 40 ans. Je crois fondamentalement qu'on a tous en nous un potentiel illimité et une force vitale extraordinaire, mais encore faut-il pouvoir y accéder. Alors notre souhait avec ce sommet, c'est vraiment de t'offrir un espace d'inspiration conviviale et authentique et des clés concrètes pour écrire la suite de ta vie de manière plus libre, alignée et impactante, mais aussi pour booster ta confiance, te donner de l'énergie, te reconnecter à ce que tu veux vraiment et mieux connecter aussi avec ceux qui t'entourent. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est 35, 45, 55 ans ou plus. Il n'est jamais trop tard pour être vivante de notre vivant. N'oublie pas, ce que tu fais aujourd'hui détermine ta vie de demain. Et d'ailleurs, si tu n'as pas le temps aujourd'hui ou dans les prochains jours de regarder toutes les conférences du sommet qui t'intéressent, tu peux aussi opter pour le coffret VIP. Alors, avec le coffret VIP, dont je vais te mettre le lien tout de suite, tu peux avoir accès aux 16 conférences du sommet sans limite de temps. Tu vas avoir accès à un bundle inédit d'ateliers et de formations qui sont accessibles quand tu le souhaites, à la demande, et aussi souvent que tu le souhaites. Notamment, il y a un programme VOD génial pour apprendre à réguler son anxiété, un atelier sur les langages de l'amour pour mieux comprendre son ou sa partenaire, un programme audio pour éveiller ton abondance intuitive et un atelier aussi de danse intuitive. Et puis alors, le coffret VIP te donne aussi accès à des coachings et à des ateliers live de grande valeur qui sont animés par différents intervenants du sommet. Ces ateliers auront lieu au cours des prochaines semaines, notamment un atelier d'une demi-journée pour t'aider à trouver ton ikigai ou ta raison d'être en japonais, un atelier pour libérer ton flow intuitif et un atelier pour déjouer tes croyances limitantes. Bref, la valeur cumulée de tout ce qui est accessible dans ce coffret VIP est de plus de 1 000 euros, plus de 1 200 euros même. Et il est possible en revanche d'y accéder pendant la durée du sommet au prix de 79 euros seulement. Alors, même si seul un ou deux des ateliers t'intéressent, ne tarde pas trop car le prix augmente à la fin du sommet. En attendant, je te souhaite une très belle conférence et je te dis encore bravo d'être là maintenant. C'est vraiment un cadeau que tu te fais. À très vite. Bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Alors je vois la jauge qui monte, vous êtes tous en train d'arriver, c'est super. Alors bienvenue dans cette deuxième conférence du premier jour du sommet Be Wonderful et j'ai le grand plaisir de recevoir en live une personne que j'ai découverte en faisant des recherches justement pour ce sommet sur les peurs et la confiance en soi. Je dois dire que tu es revenue très souvent, Sandra, et j'ai eu un grand coup de cœur pour toi, pour ta personnalité, pour ton ton vraiment très sans faux semblant, très orienté sur l'action, mais aussi plein de vulnérabilité et d'authenticité. Donc, il s'agit de Sandra qui est dans le studio avec moi. Bonjour Sandra. Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde, je suis ravie d'être là. Ouais, moi aussi. Alors, Sandra, tu es mentor et coach. Tu as cofondé en 2019 Somasowa avec l'homme de ta vie, Sébastien, qui est en arrière-plan ici, mais vous ne le voyez pas. Avec Iléa aussi de l'équipe Somasowa qui sont dans le chat, donc vous les verrez apparaître souvent. Depuis plus de 20 ans, tu accompagnes des personnes sur le chemin de la connaissance de soi et de la résilience pour qu'elles s'épanouissent sur tous les plans. On en a parlé déjà ce matin de l'importance de considérer vraiment tous les domaines de sa vie. Donc, ça me réjouit que ce soit aussi ton approche. Tu accompagnes aussi des entrepreneurs portés par une mission pour les aider à développer et incarner leur vision, à prendre leur place et à s'accomplir. Donc, tu as un programme que tu viens de lancer, Holistic Business, à cet effet pour nos amis entrepreneurs. N'hésitez pas à aller en voir plus. Et puis, tu accompagnes, en fait, ta mission, vraiment, c'est ce que j'adore, c'est d'impulser des déclics et d'aider les personnes qui souhaitent, tu dis, apporter du changement dans leur vie. Mais ce que j'aime aussi beaucoup et ce que j'ai beaucoup aimé chez toi, c'est ta mission de transmettre. Et c'est une des premières choses que tu m'as dit quand je t'ai demandé si tu voulais bien intervenir au sommet. Tu m'as dit oui, parce que j'adore transmettre. En revanche, pas moins de 90 minutes parce que j'adore parler.
Donc, je vous préviens, si vous êtes là tous, prenez votre sandwich, votre déjeuner, etc. On va parler pendant probablement au moins 90 minutes, voire plus, si vous pouvez rester. Et un de tes motos, Sandra, c'est incarne qui tu es et kiffe ta vie. Et en fait, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui, puisque tu vas nous inviter aujourd'hui à nous interroger sur et s'il était temps de dégommer tes peurs et d'assumer qui tu es. C'est le thème de ta conférence, n'est-ce pas? Alors, c'est joliment dit. c'est ça. Alors, peut-être Sandra, juste pour commencer, parce qu'il y a des gens qui te connaissent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne te connaissent pas et qui te découvrent. Peut-être est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à travailler dans le domaine de l'accompagnement et fonder Soma Soa. Ok. Donc aujourd'hui, moi j'ai 44 ans et je dois dire que je suis passée par plein de cycles différents et souvent je dis que j'ai l'impression d'en avoir 150 et d'avoir eu plusieurs vies. En tout cas, j'ai grandi dans une famille maltraitante, abandonnique, donc une enfance pas drôle du tout. J'étais une enfant très calme, très introvertie, très silencieuse, mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'avais déjà cet esprit rebelle en moi. Et quand je dis rebelle, c'est savoir remettre en question ce qui nous est offert comme une seule et unique vérité, de pouvoir remettre en question ça, de garder son esprit critique et de se dire que autre chose est possible pour soi à partir du moment où. Et je pense que ça a vraiment été mon leitmotiv, mon enfance, ma période de jeune adulte. Et en même temps, ça a été beaucoup de souffrance sur mon parcours, notamment quand j'étais jeune adulte, où je me suis beaucoup cherchée, perdue, retrouvée, reperdue. Je me suis pris des murs. J'étais vraiment aussi dans la difficulté, moi, de vivre et d'accueillir mes émotions. J'avais la sensation que c'était trop, tu vois, que ça me consumait. Je pensais beaucoup à ce que j'avais vécu. Je le vivais comme une injustice. Et aussi avec cette idée de je suis impuissante, je ne peux rien changer à ce qui a été. Jusqu'au moment où j'ai décidé, alors j'ai décidé, ça s'est pas fait comme ça, tiens, je décide, tu vois, mais à force de m'intéresser à l'humain, à la psychologie humaine, parce que pour moi, ça a été vital de le faire, pour pouvoir justement un peu contrer ces peurs-là. Il m'a fallu comprendre ce qui faisait que l'humain était capable du pire comme du meilleur. Donc, je me suis intéressée au dev perso, à la psychologie, à plein de choses, aux neurosciences. Et puis, de fait, j'ai fini par sortir petit à petit de ce carcan de victime dans lequel je me sentais enfermée pour reprendre ma pleine responsabilité. Ça voulait dire quoi? Non pas que j'étais coupable de quoi que ce soit, c'était pas le cas, mais plutôt de, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'aime pas? À quoi j'ai envie de dire fuck? À quoi j'ai envie de dire oui? À quoi, tu vois? Et en fait, depuis, ça a été tout un cheminement comme ça. Donc, c'est passé par plein de choses, des relations toxiques auxquelles j'ai mis un stop pour pouvoir me donner l'opportunité de faire de la place à des relations qui me nourrissaient, savoir saisir les mains tendues, les opportunités, créer mon business effectivement. Mais avant ça, j'ai travaillé dans le social pendant très longtemps. Et même mon premier métier, c'était d'être styliste. Ensuite, j'ai travaillé dans le social et j'ai accompagné les enfants maltraités pendant très longtemps, les personnes après en difficulté, notamment les personnes sans domicile fixe. Et puis, j'ai ouvert mon cabinet en 2012 avec cette spécialité donc en thérapie brève. J'accompagnais aussi les couples et puis l'hypnose. Et en 2019, ce que tu as dit, je crois que tu connais mieux la date que moi, je crois que c'est 2019, en fait, après tout un cycle de assez douloureux sur le plan corporel et psychologique, puisque on a essayé pendant longtemps avec Sébastien d'avoir un enfant et ça ne fonctionnait pas, ce qui a été beaucoup, moi, ce qui a donné lieu à beaucoup de remises en question sur c'est quoi être une femme quand t'es pas une mère, c'est quoi être une femme aujourd'hui dans notre société, c'est quoi être une femme aussi qui prend de l'âge et qui arrive à la quarantaine sans enfant. Et puis, on s'est formé au yoga avec Sébastien, on a tout vendu, on est parti vivre à Bali. Depuis, on voyage et on vit à l'étranger. Et donc, on a créé Soma Soa avec cette idée de reconnecter les gens, et notamment aussi les femmes, à leur plein pouvoir, leur plein potentiel, avec cette idée de, OK, c'est OK si toute une période de ta vie, tu as cru qu'il fallait faire plaisir aux autres, rentrer dans des cases, être loyal, te sacrifier parfois pour ton mari, ta femme, tes enfants et tout ça. Non, mais en fait, il y a un moment où il est temps, toi,
te remettre au premier plan de ta vie. Et en fait, si c'est le moment pour toi de faire ça, bah, nous, on va te donner tous les outils et on va créer des espaces dans lesquels tu vas pouvoir cheminer en te sentant compris, entendu, en lien avec d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Et depuis, on fait ça parce que là, on a créé une formation pour les entrepreneurs, mais l'entrepreneuriat, pour moi, n'est pas une fin en soi, c'est une des clés pour la liberté financière, la liberté de mouvement, la liberté d'être, de penser, tu vois, mais c'est une des clés parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, avec Somasoa, on a vraiment à cœur d'être un espace d'inspiration et de transformation pour que chacun puisse se révéler, oser être soi et se créer une vie effectivement qui le fait kiffer. En tout cas, créer ses rêves, quoi. Merci, merci Sandra. J'adore que tu aies parlé de victimes justement et de reprendre les rênes parce que c'est bien l'objectif de ce sommet, c'est de transmettre l'inspiration, l'énergie et des ressources pour reprendre les rênes de sa vie quand on a l'impression qu'on les a un petit peu perdues et bien replacer la responsabilité là où elle doit être, quelles que soient les circonstances et quel que soit ce qu'on traverse dans la vie, on a le pouvoir. En fait, tu as été victime, Oui. ton parcours de résilience, il est très fort et tu aurais pu rester dans un statut de victime et en fait, tu as trouvé des clés pour ne pas rester dans ce statut de victime. Alors, on va parler évidemment de clés, etc. Mais alors, comme on parle de peur et de dégommer ces peurs, une des questions que j'avais pour toi, peut-être en préambule, c'était aussi, c'est quoi les peurs principales que tu retrouves chez ceux que tu accompagnes ? Parce que moi, les peurs, donc je te dis juste ça. Donc, j'ai demandé à toutes les personnes qui sont inscrites au sommet de m'envoyer un mail pour m'expliquer quelle est la raison numéro 1 pour laquelle ils pensent avoir du mal à accéder à l'épanouissement, l'alignement, etc. Et les peurs remontent, mais dans 85% des réponses, évidemment. Donc, voilà, toujours. Et ça ne veut pas dire qu'on doit rester coincé derrière ces peurs. Et on va en parler. Mais donc, quelles sont les peurs déjà que tu vois le plus souvent, juste pour que les gens se sentent déjà moins seuls. Et d'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos peurs principales. Voilà, parce que ça va nous aider aussi pour essayer de répondre de manière pertinente pendant cette heure et demie qu'on a ensemble. Donc, je te laisse la parole, Sandra. Déjà, avant de parler des peurs que je retrouve toujours, ou souvent en tout cas chez les gens que j'accompagne, mais aussi que moi qui m'ont traversé, qui peuvent encore me traverser, je voudrais juste dire que avoir des peurs, c'est humain et c'est normal. Et que l'idée, c'est pas forcément d'éliminer les peurs, mais c'est de savoir continuer de naviguer malgré ces peurs. Et que ce soit pas les peurs qui soient au volant du véhicule, mais que ce soit bien nous, et que la peur, elle soit à l'arrière du véhicule avec sa petite ceinture. Tu vois, et je dis toujours, la peur à l'arrière, on l'accroche. À côté, c'est le courage en copilote. Et nous, on est au volant et on y va et c'est nous qui choisissons la direction. Et donc, il y a plein de moyens, et on va probablement en parler, de calmer ses peurs et son système nerveux notamment pour pouvoir avancer avec grâce, même au milieu du chaos. Donc ça, c'est une première chose. On peut flipper et en même temps se réaliser. Et ça, c'est important parce que tu sais, souvent, on m'a dit « Ah, mais pour toi, c'est facile, tu n'as pas peur », ce qui est complètement faux. Moi, je suis une flippette. J'ai peur, j'ai tout le temps peur et à chaque fois qu'on a eu des grands changements dans ma vie, j'ai peur. Mais en revanche, c'est vrai que ça m'a jamais empêché parce que je pense que j'ai encore plus peur de ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Donc ça, petite parenthèse, je la referme, on pourra la réouvrir si tu veux. Les peurs, moi, que je vois souvent, c'est la peur du rejet. Et je pense que la peur du rejet, c'est une des peurs les plus violentes dans le ressenti corporel parce qu'elle est ancrée profondément en nous, puisque du temps des cavernes, quand tu étais rejeté de ton clan, c'était la mort assurée. Et donc aujourd'hui, même en 2024, cette petite graine, elle est toujours là, dans notre cerveau, dans la partie de notre cerveau archaïque. Donc la peur du rejet, c'est quelque chose qui revient souvent. Et donc de ça découlent plusieurs choses, et notamment la peur du regard de l'autre, la peur d'être seul, de ne pas être aimé. Il y a aussi la peur du manque, que ce soit le manque financier, le manque d'amour, tu vois, la peur du manque. La peur de ne pas être assez ou la peur d'être trop. Et ça, c'est quelque chose, moi, je le vois dans ma vie. J'ai beaucoup dansé avec ces deux peurs-là. Toute une première partie de ma vie, j'ai eu peur de ne pas être assez, ce qui faisait que j'avais tendance à penser qu'il fallait que je surcompense ce que je pensais être un manque. Et puis, à un moment donné, j'ai eu peur d'être trop. Donc, je me minimisais pour pas prendre trop de place. Donc, la peur de ne pas être assez ou d'être trop, c'est une peur aussi que je remarque souvent.
Après, alors, moi, j'ai eu peur pendant longtemps de la mort, de la folie. Oui, la peur de la folie. Alors, c'est pas forcément c'est rigolo que tu parles de ça, Nadia, parce que c'est pas forcément une peur qu'on me partage souvent, mais moi, j'ai eu très peur de ça, d'être folle. Parce que dans mon histoire, mon père biologique a été, psychologiquement dérangé. Voilà, c'était pas top. Il y avait une image dans ma famille par rapport à lui de il est fou. Et j'ai grandi avec une maman qui vivait, elle, beaucoup de violence et de maltraitance avec mon beau-père qui la battait et qui était maltraitante avec moi et qui me disait souvent tu seras folle comme ton père. Et donc, ça a ancré une croyance avec une peur de je veux pas être folle. Le problème de ça, c'est que quand tu luttes contre quelque chose parce que tu as peur, tu mets tout ton focus là-dessus et ça génère encore d'autres peurs. Donc, la peur d'être folle, en fait, ça faisait que, tu vois, je voulais pas vivre mes émotions. Si je pleurais, c'était probablement que j'allais être dépressive. Si j'avais peur, c'est que j'étais pas assez courageuse. Si j'avais des parts d'ombre, il fallait pas que j'ouvre la porte. En fait, j'étais dans un espèce de carcan de je vis, mais en fait, je survis. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la peur de la mort, la peur de la folie, le problème, c'est qu'on est en mode survie. Un pied dans la vie et un pied déjà dans l'après, et c'est pas du tout confortable. Donc, c'est vraiment important à un moment donné de faire le deuil et d'accepter cette notion de bah oui, la mort fait partie de la vie. Et pour pouvoir vivre pleinement, je dois embrasser pleinement le fait que je puisse mourir un jour. Et ça, pour moi, ça fait une différence. La peur de ne pas être légitime, oui, le syndrome de l'imposteur, effectivement, c'est une peur qu'on rencontre souvent, notamment chez les personnes qui entreprennent donc, et qui accompagnent d'autres personnes. La peur de ne pas correspondre à ce qu'on attend de nous. Yes. Ouais. Voilà un petit peu les peurs moi, que je retrouve régulièrement. Ouais. Alors, syndrome d'imposteur, on va en parler. On va avoir une conférence à ce sujet dédiée de Marie-Laurence Catoire, qui est passionnante, vendredi soir à 18h. Donc, n'hésitez pas à venir et on va vraiment essayer de décaler ce sentiment d'imposture vers un sentiment d'appartenance pour montrer qu'en se reliant, justement, ça permet d'arrêter de se dire on n'est pas assez dans ce monde. Parce que le pas assez et le trop, tu as tellement raison, Sandra, on est soit trop jeune, soit pas assez jeune, soit trop vieux, soit pas assez vieux. Enfin, il y a toujours un pas assez ou un trop. Et ça, c'est ce qu'on se raconte et c'est ce que la société nous raconte aussi. Ok, alors, en quoi, dans ce que tu vois, toi, tu te dis, les peurs, justement, nous empêchent alors, parce qu'on a parlé de danser avec la peur et on va en reparler parce que vraiment, tout l'objectif, justement, c'est d'apprendre à danser avec nos peurs. Mais comment, selon toi, elles nous entravent, elles entravent notre capacité à être authentique, justement, à être vraiment qui on est et à s'affirmer? En fait, je pense que tous, on porte des masques sociaux. Mais en fait, ce qu'on appelle masques sociaux, c'est soit effectivement, tu choisis de te travestir pour correspondre aux projections des gens et aux attentes que tu penses qu'ils ont de toi, soit tu choisis de comprendre que c'est pas des masques et tu es pas obligé de te travestir, mais c'est des facettes de toi. Donc toutes ces facettes, c'est toi et juste tu apprends à jouer avec ces facettes-là en fonction des environnements et des personnes et du degré d'intimité dans lequel tu es avec chacun et chacune de ces personnes-là. Ça, pour moi, c'est important parce que si tu ne comprends pas ça, tu passes complètement à côté de toi. C'est-à-dire que tu fais en sorte, quand tu fais en sorte de plaire à tout le monde, et je pense que une des peurs, qui est la peur du rejet et la peur de déplaire, fait que justement, on s'empêche d'être soi. Et à partir de là, on commence à se perdre parce que si je ne suis pas moi, qui je suis en fait? Et déjà, ça veut dire quoi être moi? Tu vois, c'est toutes ces questions-là. Le truc, c'est que souvent on est: «Ah OK, donc je suis une femme douce. Ouais, mais je suis pas que ça. Ah bon, bah alors ça veut dire que je suis une femme dure. Ouais, mais je suis pas que ça non plus. Est-ce que ça veut dire que je suis une femme rigolote? Oui, mais pas tout le temps non plus». Et je pense que quand tu fais la paix avec le fait que tu es tout ça et que tu es pas obligé de faire un choix entre ça, ça ou ça, déjà, tu apprends à t'aimer et quand tu apprends à t'aimer, eh bien, il y a quelque chose qui se passe avec la peur, tu vois? Où il y a plus de distance parce que quand tu mets cette distance-là, elle est remplie par l'amour que tu te portes et donc tu as moins besoin de cet amour, de cette validation qui vient de l'extérieur. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de raconter?
Oui, en fait, ce que tu dis, c'est au lieu de mettre la validation justement à l'extérieur et le regard à l'extérieur, c'est tourner le regard vers l'intérieur finalement. C'est Ouais, c'est ça, exactement. changer le prisme pour mettre le regard à l'intérieur. Ce qui est Revenir à évidemment soi. le meilleur moyen de s'extraire du regard des autres. C'est pas toujours facile à faire. Alors du coup, effectivement, comment est-ce que tu peux encourager les gens dans ta pratique à à nourrir l'amour de soi, à apprendre à s'aimer pour décaler le focus du regard des autres vers soi. En fait, si tu veux, pour moi, l'amour de soi, tout dans le monde est fait pour qu'on apprenne à s'aimer. Et la relation aux autres et la relation au monde, pour moi, ce sont des espaces de transformation, mais des espaces d'apprentissage de l'amour de soi. Tu sais, souvent, on parle d'amour inconditionnel vis-à-vis des autres, mais on n'apprend pas, en fait, à s'aimer soi inconditionnellement. Alors que pour moi, il s'agit de ça. Parce que quand toi, tu t'aimes inconditionnellement, tu n'es plus dans l'attente et le besoin de l'autre, tu es dans l'envie des autres et donc dans la joie aussi des autres. C'est plus la même chose. Donc, il n'y a plus cette notion de peur, d'attente, de crispation. Et donc, quand je dis que l'espace relationnel, c'est une manière en fait de s'expérimenter soi pour apprendre à s'aimer. Et quand tu regardes, par exemple, l'espace du couple, qui est quand même un espace relationnel fort et chargé, c'est un espace de transformation et de connaissance de soi et d'amour de soi qui est incroyable quand c'est comme ça que tu le perçois. Parce que l'autre qui vit avec toi, il te challenge sur plein de trucs. Il appuie sur tous les boutons. C'est celui qui sait te faire du bien, mais c'est celui aussi qui sait t'enclencher et te mettre en colère le plus facilement. Tu vois, c'est pas pour rien, en fait. Quand tu prends aussi l'entrepreneuriat, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup aussi le business, parce que parler business juste pour parler business, moi ça me passionne pas. Par contre, parler de l'humain qui porte un business, ça me passionne. Parce que quand tu as un business, pareil, si tu te connais pas, si tu n'es pas focus sur tes objectifs, sur toi, sur ce qui compte pour toi, et que tu prends pas soin de tes énergies, quelles qu'elles soient, ou en tout cas de tes ressources, quelles qu'elles soient, eh bien, tu développes pas un business en t'épanouissant, c'est pas vrai. Donc, si tu veux, il y a des espaces relationnels et des espaces dans lesquels on navigue où la seule chose qu'on fait, c'est qu'on s'expérimente soi. Et plus on s'expérimente soi, plus on s'ouvre à soi. Donc, on arrête de lutter contre ce qu'on est, comme genre, je suis pas quelqu'un de bien. Ah tiens, là, je suis jalouse, c'est que je suis pas quelqu'un de bien. Ah là, je me mets en colère. Oh, c'est pas beau. Ah là, non, on arrête ces jugements-là qui n'apportent rien et juste, c'est des états des lieux. Ah tiens, dans cette situation-là, voilà ce que ça vient brasser chez moi. Ok, à quoi ça me renvoie? À quelle croyance? Est-ce que cette croyance, elle est toujours vraie? Est-ce qu'elle me soutient ou est-ce qu'elle ne me soutient pas, cette croyance? Comment je peux la transformer? Comment je peux créer de nouveaux circuits neuronaux? Quelle relation m'épanouit? Quelle relation m'épanouit plus? Et tout ça, on croit que c'est toujours tourné vers l'extérieur, mais c'est toujours tourné vers soi, en fait. Tu regardes les gens que tu aimes, c'est des gens qui te permettent de t'aimer un peu plus toi-même, en fait. Tu n'as pas d'intérêt à être avec des gens où, quand tu es en lien avec eux, tu te détestes. Non, tu es bien avec des gens où tu aimes la version de toi que tu es aussi en compagnie de ces personnes-là. Donc l'entourage, il est hyper important aussi. Mais je crois que vraiment, il faut comprendre que toute chose dans la vie est une expérience de soi, dans laquelle on s'expérimente. Et donc, pour moi, une des meilleures manières de contrer la peur, c'est de rester en mouvement, d'être en mouvement. Parce que la vie, c'est du mouvement, en fait. Et donc, quand je dis « Ah tiens, j'ai peur de faire ça », ok, 1, je vais réguler mon système nerveux. 2, je vais passer à l'action. Parce que je me rends compte que le monstre, en vérité, il n'est pas aussi terrorisant que ça. Il n'est pas aussi gros que ça. Et que C'est drôle que plus tu dises ça. C'est j'avance, tellement bien plus que tu dis ça parce que moi, je dis toujours aussi, effectivement, mais faites le tout premier petit pas parce que une fois que tu as commencé un petit pas, tu n'as plus d'autre choix que de continuer. En fait, c'est le premier qui est le plus terrifiant. Mais si tu le choisis petit, justement, il est beaucoup moins terrifiant. Tu n'as pas la montagne. Donc, je suis tellement d'accord avec toi. Le mouvement et rentrer dans l'action, c'est le meilleur moyen, effectivement, d'aller commencer à tordre le cou à ses peurs. Ouais, complètement. Je t'ai interrompu. Non, il n'y a pas de souci. Non, vraiment, le passage à l'action. En fait, si tu veux, aujourd'hui, on vit quand même dans une ère
moi, que je trouve génial parce qu'on a accès à plein d'informations, accès à plein de contenus et tout ça, mais on peut aussi se perdre là-dedans et faire un espèce de burn-out de dev perso, tu sais, où on se dit, OK, tant que j'ai pas soigné tous mes traumas, tant que j'ai pas soigné toutes mes blessures et tout ça, je peux pas m'épanouir, je peux pas me réaliser. D'abord, je dois être focus là-dessus. En fait, c'est pas vrai. Le problème, c'est que la vie, elle se vit, elle s'expérimente. Et il est là le mouvement de la vie. Parce que de toute façon, si tu surfes pas sur le mouvement de la vie et que tu choisis pas le tempo de ta vie, c'est la vie qui va t'imposer le tempo. Et tu peux en chier. Donc, il vaut mieux que ce soit toi, le chef d'orchestre, qui donne le rythme et le tempo à ta vie que l'inverse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous, on a des rêves et des désirs, surtout quand on fait le choix d'arrêter de se castrer là-dedans. Et quand tu te dis, OK, bah, c'est quoi le premier petit pas effectivement que je peux mettre en place? Tu y vas. Et parce que tu te mets en mouvement, tu vas apprendre des choses de toi. Et au fur et à mesure, tu vas réajuster, prendre des temps d'intégration, des temps d'introspection et des temps de mouvement. Mais c'est pas je reste figée sur mon canapé à consommer du contenu en me disant qu'un jour, de manière magique, je vais pouvoir incarner celle, tu vois, que j'ai envie d'être et cette version parfaite que je fantasme de moi-même. En attendant, je suis juste frustrée et juste, je me compare en réalité aux autres ou à cette version fantasmée et ça m'apporte rien. Donc, le meilleur moyen pour moi de transformer sa vie, d'oser être soi et de s'autoriser à être complètement soi, c'est d'être dans ce mouvement de la vie, de choisir son tempo. Et attention, Oui, quand je dis j'adore. être complètement soi, quand je dis être complètement soi, c'est être complètement soi avec toutes ses facettes. Donc, forcément, je ne suis pas la même personne. Il y a un micro? Ah, pardon, c'est moi. Ah, c'est toi, OK. Donc, forcément, je ne suis pas la même personne quand je suis avec Sébastien, quand je suis avec mes clients, quand je suis avec Iléa, ou tu vois, forcément qu'il y a des choses qui s'adaptent. Par contre, là où je suis authentique, c'est que je ne vais pas masquer le ressenti que j'ai à l'instant T. Si je suis en joie, je suis en joie. Si ça me fait chier, ça me fait chier. Et d'ailleurs, si ça me fait chier, je dis non et je dis stop. Et ça, c'est accompagné de l'autorisation, elle vient de soi et pas de l'extérieur. Ouais, alors il y a plein de choses dans ce que tu dis. Il y a, d'une certaine manière, ce que tu es en train de dire, c'est effectivement, même si tu ne sais pas qui tu es, expérimente, parce qu'il n'y a qu'en expérimentant que tu vas apprendre sur qui tu es. Donc finalement, l'enjeu, c'est pas d'oser être qui tu es, mais d'apprendre, d'oser pour apprendre à être qui tu es et en savoir plus sur qui est cette personne. Tu as parlé d'émotions et je pense que j'aimerais bien qu'on revienne dessus, comment gérer nos émotions, comment les accueillir, parce qu'en fait, je me rends compte très souvent à quel point il y a une méconnaissance de ce que c'est qu'une émotion et de ce qu'elle vient nous dire, et que si on ne l'écoute pas, elle va revenir toquer à la porte d'une manière ou d'une autre, et que la frustration, c'est une émotion et qu'elle nous exprime un besoin, etc. Donc, je veux bien peut-être qu'on fasse une petite diversion du côté des émotions, et puis on reviendra. De toute façon, on va partir dans toutes les directions, on vous l'a déjà annoncé. Donc, on va partir du côté des émotions, et puis on reviendra ailleurs après. Ouais. Les émotions, c'est un sujet qui est important pour moi parce que dans mon histoire, donc je le disais, quand je suis devenue une jeune adulte, j'ai quitté la maison de mes parents à l'âge de 18 ans et je me suis retrouvée avec toutes ces émotions, tu sais, qui arrivaient comme ça de manière très, très forte. J'ai fait une première dépression et en fait, le médecin m'a mis sous antidépresseurs, anxiolytiques et tout ça. Et donc, il y avait un truc génial pour moi à ce moment-là, c'est que ça me coupait de mes émotions. OK. Et donc, dès que je commençais à sentir une petite souffrance, hop, je gobais un médoc, puis un deuxième médoc, puis un troisième médoc, et puis parfois, comme ça, beaucoup trop de médicaments. Et donc, j'ai été droguée aux médicaments toute une partie de ma jeunesse, je pense, toute une partie de ma vingtaine, tu vois. Le truc, c'est que très clairement, c'était pas ce que je voulais pour moi, donc je me suis sevrée. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée avec toutes les émotions qui étaient absolument pas parties, mais qui attendaient, elles, confortablement derrière la porte, en mode meuf, ça fait des années là qu'on essaie de te dire des choses. Donc maintenant, il va falloir que tu les traites. Et donc tout ça m'est revenu en boomerang. Et là, j'ai pas eu d'autre choix que de comprendre ce que c'était, d'arrêter de lutter
contre et d'œuvrer pour, pas d'œuvrer pour ses émotions, mais d'œuvrer pour moi. Donc déjà, j'ai appris au fil du temps que les émotions n'étaient pas mes ennemis, mais des messagères. Elles venaient me livrer des messages sur ça, c'est OK pour toi, ça, c'est pas OK pour toi. Ça t'est challengé, ça, c'est pas tiens, là, tu as un truc à aller visiter. Puis j'ai remarqué aussi, bien sûr, et je pense que tout le monde ici a probablement déjà remarqué ça, c'est que des émotions, on peut en vivre à l'instant T parce qu'il se passe quelque chose réellement, mais on peut aussi soi-même se faire vivre et revivre des émotions confortables ou inconfortables en étant juste installé sur son canapé, il ne se passe rien, mais parce que je fais tourner un film en boucle dans mon esprit, je crée de la suggestion hypnotique, et donc je crée de l'émotion dans mon corps. Puisque mon corps est aveugle, il ne croit que ce qui se passe dans ma tête. Donc, croyances qui génèrent des pensées, les pensées génèrent des émotions, et ces émotions nous font passer à l'action d'une manière ou d'une autre, et c'est ça qui crée des résultats. Et donc, souvent, on veut juste changer les résultats et on s'agite dans tous les sens. Pour pouvoir changer nos résultats, on va devoir aller voir le fil de nos croyances. Et en regardant le fil de nos croyances, on va aussi impacter nos pensées et donc nos émotions. Et ça, c'est important de bien comprendre ça. Il y a les émotions qui sont complètement normales et naturelles en fonction de ce que je suis en train de vivre à l'instant T. Et plus je suis plus je me connais, parce que c'est ça en fait la connaissance de soi. Se connaître, c'est quoi? C'est savoir ce qui me traverse, pourquoi ça me traverse, savoir faire un état des lieux de OK, je fais un check, ça c'est OK, ça c'est pas OK, je réajuste. Donc, l'émotion, elle m'aide à faire ce check-là et à réajuster. Plus je l'accepte, plus je peux ensuite la laisser circuler et partir. Quand l'événement est parti, l'émotion, elle est partie avec. Mais quand je contre ça, eh bien, je continue à tourner en boucle. Et c'est ce qui fait que parfois, on se retrouve tout seul chez soi en se disant « Ah, si j'avais su, j'aurais répondu ça parce que ça, c'est pas juste. » Et hop, de nouveau, je suis en colère. Mais la personne n'est pas en face de moi. Je suis juste en colère. Probablement qu'à ce moment-là, j'ai pas dit ce que je voulais, je me suis pas respectée. Et donc, je suis pas en colère contre l'autre, je suis en colère contre moi-même. Ouais. Et il y a un truc aussi, moi, qui m'avait beaucoup étonnée, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet des émotions, c'est vraiment à quel point, en fait, c'est quelque chose qui te traverse, mais qui est très bref. Une émotion, elle te traverse, on dit 90 secondes en moyenne. Et effectivement, derrière, ça génère des pensées qui génèrent des actions ou de l'inaction, hein, parce que tu parlais d'action, mais ça peut être aussi de l'inaction. Ou l'inaction, absolument. Exactement. Et donc tout ça, comprendre bien l'implication de tout ça, c'est vachement important. Finalement, les circonstances sont toujours neutres. En revanche, c'est l'interprétation qu'on fait des circonstances au travers de notre ressenti et des pensées qu'on crée autour de ce ressenti qui vont créer les actions ou la réaction qui ne sert à rien. Ouais. Il y a une question dans le chat que je trouvais intéressante, parce que tu as parlé tout à l'heure d'entourage et à quel point, par exemple, notamment l'espace du couple ou d'autres espaces, même l'espace du travail, etc., peuvent venir nous chercher. Et donc, c'est la question de l'entourage et des relations. Il y a Nadia qui disait quoi comprendre quand dans nos relations, on a des personnes qu'on a choisies et pourtant qui nous font souffrir, quoi comprendre de nous-mêmes. C'est un peu le sujet de la relation toxique, etc. D'ailleurs, vraiment, on va avoir à ce sujet une conversation intéressante sur ce qu'on apporte de toxique dans des relations, parfois sans que ce soit des relations toxiques. Exactement. Avec Florentine Deloy. Mais je voudrais t'entendre sur le sujet puisque tu as largement évoqué le fait que tu as eu des relations très toxiques dans ta vie. Donc, et que c'est un sujet qui est revenu souvent dans les emails que j'ai reçus en préparation du sommet. Donc, j'aimerais bien t'entendre sur ce sujet-là de l'entourage, des relations, de l'importance de comprendre que les personnes qu'on rentre dans notre vie, on les fait rentrer probablement pour une raison aussi, c'est pour nous apprendre des choses. Bref, je vais te laisser répondre à cette question. Ouais, je vais y répondre. Juste, je veux terminer sur la notion des émotions. Tu sais, souvent on dit émotion, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Il y a que des émotions effectivement confortables et inconfortables. Et à juste titre, tu le disais, c'est les mots et le narratif. Donc, l'histoire qu'on se raconte à propos de ces émotions et surtout à propos de soi et de la valeur qu'on a en vivant ces émotions qui va faire qu'on le vit plus ou moins bien. Mais en fait, l'émotion, je voudrais vraiment faire comprendre que c'est une charge d'énergie, l'émotion, et qu'on peut s'en servir dans tous les cas. Par exemple, la colère,
Ça a été quelque chose qui m'a consumé, mais ça a aussi été, à un moment donné, un carburant pour créer, pour m'en sortir et tout ça. Parce qu'il y avait une charge émotionnelle et qu'à partir du moment où j'ai accepté que j'étais en colère et que j'avais des raisons d'être en colère et que c'est OK d'être en colère, en fait, je suis pas une mauvaise personne parce que je suis en colère, et bien là, tout d'un coup, ça, c'est devenu un carburant et j'ai pu en faire quelque chose. Après, bien sûr, ça peut pas être le seul carburant, la colère. On est d'accord. Mais déjà, l'accepter et s'en servir comme d'une énergie, ça permet aussi de faire circuler plus facilement. Et une énergie qui revient en boucle tout le temps, c'est quelque chose qui n'est pas traité. Donc effectivement, normalement, une énergie, c'est une énergie, pardon, une émotion, c'est une vague. La vague émotionnelle, c'est 0, le pic en haut, et normalement, je dois redescendre. Le problème, c'est que souvent, on a peur de monter dans l'émotion parce que on a peur on n'aime pas ce qu'on ressent dans l'émotion, et donc on s'arrête dans un entre-deux. Et dans cet entre-deux, on fait des petits mouvements, on se débat. Alors qu'en fait, il s'agit de laisser l'émotion monter pour qu'elle puisse atteindre son pic, pour qu'enfin elle puisse redescendre. C'est pour moi le seul moyen de pouvoir être traversé par l'émotion, de la vivre sans la cristalliser dans notre corps. Après, il y a plein de techniques pour aller enlever ça, parce que souvent, ça vient se loger dans les hanches, dans le corps, une émotion qui stagne. Ok, je referme la parenthèse et je vais sur la relation et le couple. Donc en fait, on ne choisit pas les gens qui nous accompagnent pour rien. Attention par contre, moi je ne suis pas pour dire… en fait, je crois qu'on peut tout créer dans notre vie. Mais je voudrais quand même mettre des petits warnings. Attention, parce qu'aujourd'hui, dans le dev perso, moi, je trouve qu'on entend beaucoup de choses sans nuance. Et dans le oui, mais si tu as vécu ça, c'est que c'est toi qui te l'as attiré, c'est toi qui l'as créé. Bon, si tu vis avec un mari qui te met des pains dans la figure toute la journée, oui, effectivement, on peut aller chercher le pourquoi du comment et qu'est-ce qui a fait dans ton histoire que tu en arrives là, mais il y a aussi une histoire d'emprise. La maltraitance chez les femmes notamment, ou les enfants, c'est pas un choix conscient et intelligent qu'on fait. Et non, ces femmes-là n'aiment pas être violentées. Si tu as été agressée dans la rue, non, tu l'as pas provoqué. Si tu as été violée, non, tu l'as pas provoqué. Ça, pour moi, c'est vraiment important de le comprendre. Donc là, je ne vais pas parler de cas de maltraitance extrême, mais bien de relations toxiques avec une toxicité normale qu'on peut tous avoir dans une relation quand justement, eh bien, on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de certains espaces pour aller combler des espaces chez nous qu'on pense ne pas avoir, ou qu'on essaie d'étouffer des parts de nous. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on est en relation avec l'autre? Souvent, alors soit on choisit l'autre en se disant « il me manque ça chez moi, mais lui, il l'a. Donc, c'est chouette, je vais pouvoir bénéficier de cette énergie-là. » Soit il va m'apporter, soit c'est moi qui vais pouvoir l'aider ou le sauver. Et donc, souvent, ça crée des déséquilibres de qui est au-dessus, qui apporte quoi. Je crois qu'il faut comprendre dans la relation que tous, on porte tout en soi. Le bon comme le mauvais, le bien comme le mal, le doux comme le brut. Et à partir du moment où tu comprends que tu portes tout en toi, mais qu'après, c'est toi qui choisis d'actionner ce que tu veux, bah déjà, l'autre, il a beaucoup moins de pouvoir sur toi en actionnant des choses que tu n'as pas envie de voir chez toi et que tu rejettes. Et moi, je crois que quand tu es dans une relation qui te challenge et qui te fait souffrir, c'est souvent qu'il y a quelque chose que tu t'interdis de vivre ou d'aller explorer chez toi parce que tu le juges. Et donc, l'autre, il est là juste pour le mettre en lumière. Donc ça, c'est une des raisons. Exactement, c'est le projecteur. Ça, c'est une des raisons. Après, il y en a plein d'autres raisons. Si on va un peu plus dans la dans la psychologie, ce qu'on a vécu enfant, c'est comme un album photo qu'on a en nous. Et donc, intellectuellement, il y a les personnes qui nous attirent. OK, on sait, tiens, moi, je veux, je sais pas, un homme comme ci, comme ça dans ma vie. Mais en fait, ce qui fait foi, c'est ce qui vibre en moi. Et ce qui vibre en moi, c'est ce qui est en lien avec mon album photo. Et donc, pour pouvoir être dans des relations plus saines, eh bien, je vais devoir faire le job. Je ne peux pas attendre de l'autre qu'il me sauve, ni attendre de l'autre qu'il change. Je vais d'abord, moi, devoir impulser le mouvement
pour aller voir ce qui me brasse et à quoi ça me renvoie. C'est quoi le schéma répétitif dans lequel je suis tout le temps et à quoi ça me renvoie dans mon histoire? Et donc, si je comprends pas ça, bah, je vais être dans un schéma de répétition puisque c'est mon circuit, au niveau des neurones, c'est mon circuit, c'est le chemin que j'emprunte tout le temps. Et donc quand on dit: «Ah bah moi de toute façon, j'attire, que des mecs comme ci, ah bah moi toutes mes relations sont comme ça». Non mais c'est pas gravé dans le marbre. C'est juste que consciemment ou inconsciemment, dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ma manière de penser, d'agir, de me mouvoir dans la vie, j'attire ça à moi. Parce que j'ai besoin de comprendre quelque chose avec ça. Et tu vois, j'ai accompagné aussi beaucoup de femmes qui me disaient: «Ah mais moi je voudrais un homme comme ci, comme ça, machin et tout». Oui, mais est-ce que ce que tu veux aujourd'hui, est-ce que toi tu es prête pour ça? Parce que parfois on n'est pas prête pour autre chose. Ah, je veux du succès, je veux de l'abondance, je veux ceci. Est-ce que tu es prête pour ça? C'est quoi aujourd'hui les peurs que tu as par rapport à ça, le risque que tu as? Si tu veux un homme beau, charismatique, séduisant, est-ce que toi, tu te sens comme ça? Pour te sentir en sécurité avec un homme comme ça? Ou est-ce que tu vas te dire que tu n'es pas à la hauteur d'un homme comme ça? Que, cet homme-là peut être séduit par d'autres femmes? Tu vois, c'est comment moi je me dédie à moi pour d'abord incarner ce que je veux, pour ensuite attirer ça à moi. Donc la relation, c'est une manière de faire le job qu'on a la flemme de faire tout seul. J'adore. La relation. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, si on arrête d'attendre des autres qui fassent le job pour nous et qu'on essaye de faire le job nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut cultiver justement la confiance en soi pour arrêter de dépendre du regard des autres ou se cacher derrière nos peurs justement pour pas oser incarner ce qu'on a ou expérimenter, comme on le disait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut cultiver ça, la confiance en soi, malgré ses peurs? Comment est-ce qu'on danse avec nos peurs? OK, la seule manière d'acquérir de la confiance en soi, c'est d'être en mouvement. On croit que les gens qui créent des choses, ce sont des gens, qui ont en fait, on croit que c'est parce qu'ils ont confiance en eux qu'ils créent des choses. Alors qu'en fait, la confiance en soi, c'est notre capacité de développer notre courage, de passer à l'action malgré nos peurs. J'ai peur, mais je le fais quand même. Et en fait, comme je me rends compte que tiens, j'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais, mais j'ai appris quelque chose. Donc le regard que je porte sur la notion d'échec ou d'expérience va compter aussi là-dedans. Ensuite, c'est pas j'ai confiance, en moi parce que je me trouve géniale, mais c'est j'ai confiance en ma capacité de résilience, ma capacité de rebondir, ma capacité de me reconstruire et donc je peux passer à l'action à partir de là puisque peu importe ce qui va se produire, je sais que je vais pouvoir dealer avec ça. Parce que à chaque fois que tu attends de passer à l'action en étant parce que tu veux être sûr à 3000 que ça va marcher comme tu vas rien faire. Tu vas rien faire, c'est sûr. Ça ne Donc marchera jamais comme tu veux. ça ne marchera jamais. Donc tu dois prendre le risque d'être nul au début parce que tous on commence à un point zéro. Donc entreprendre, bah oui, tu vas entreprendre, bah oui, tu vas te planter, bah c'est OK et c'est génial. Être en couple, bah oui, tu vas te planter, oui, des fois ça va être sympa, oui, des fois ça va être chiant et peut-être que vous allez vous séparer. Mais en attendant, tu vas apprendre des choses et dans la vie de tous les jours, c'est ça. Donc pour moi, le plus beau moyen d'avoir confiance en sa capacité de résilience, de rebondir, c'est la confiance en soi. Ouais, bah, encore une fois, c'est d'être en mouvement et de passer à l'action. Allons-y. De toute façon, quel est le risque? Tu vois? Le seul risque, c'est de se planter et d'apprendre. C'est Ouais, c'est la ça. fameuse citation de Nelson Mandela: «Je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends», quoi. Et Exactement et je pense c'est que tellement juste. ouais. Tu sais, il y a un super exercice, c'est, le scénario du pire. Fais le scénario du pire. J'adore le faire. C'est le premier Ouais truc que je fais quand les gens sont paralysés et par la peur. Et au pire, il se passe quoi? Vas-y, et au pire explique. Et au pire, il se passe quoi? Explique l'exercice parce que je trouve ça génial. Et alors, du coup, on peut peut-être demander dans le chat que vous nous disiez justement quel est votre scénario, enfin, quel est le truc que vous ne vous autorisez pas à faire en vous disant j'ai peur de me planter et vous dire quel est le scénario du pire. Mais tu vas nous l'expliquer parce que j'adore cet exercice et il n'y a rien de plus simple pour tordre le cou c'est à ça, une peur. J'adore. Vas-y, c'est ça. explique-nous. Je vais donner un exemple. Par exemple, je veux
je veux quitter mon job dans lequel je ne m'épanouis pas, je veux être entrepreneur, je veux créer mon business, j'ai une passion, je veux vivre de ça. Ok, mais j'ai peur. Ok, c'est quoi le pire des scénarios si tu te lances? Ah bah, si je quitte mon travail et que ça ne marche pas, non, je vais quitter mon travail et peut-être que ça ne va pas marcher. Ok, et alors? Bah, et alors, si ça ne marche pas, je ne vais pas avoir d'argent. Ok, et alors? Bah, si je n'ai pas d'argent, je ne pourrai plus payer mon loyer. Ok, et alors? Bah, si je ne peux pas payer mon loyer, je vais me retrouver à la rue. Ok, et alors? Bah, en fait, si je suis à la rue, je serai peut-être hébergée par un ami. Ok, et alors? Bah, du coup, je vais me retrouver un job. Ok, et alors? Bah, et alors, en fait, à un moment donné, je vais retrouver de l'argent, je vais pouvoir me reloger. Et ok, et alors? Bah, en fait, je vais peut-être recréer un business parce que j'ai appris de cette expérience. Et en fait, quand tu fais le scénario du pire et que tu vas vraiment jusqu'au bout de ta peur, ça pourrait être, je vais finir sous un pont. Ok, et alors? Et en fait, tu meurs pas. Tu meurs pas de tout ça. Et donc, tu te rends compte que la vie, c'est du mouvement. C'est des boucles comme ça que tu fais. Des boucles où, OK, il y a un moment où c'est très désagréable, puis il y a un moment d'apprentissage et il y a un moment, de nouveau, de confort. Et toute la vie, c'est ça. C'est tu sors de ta zone de confort, tu arrives dans une zone de stress, de peur, d'apprentissage, de connaissance et enfin d'excellence, donc de zone de confort. Et de nouveau, tu te mets de nouveau un nouveau challenge, un nouveau défi, une nouvelle expérience qui fait que sans cesse, tu sors de ça. Si tu refuses de sortir de ça, tu es figé. Tu es figé, c'est là que tu as peur. Parce que avoir peur de la mort ou avoir peur de mourir, c'est un peu avoir peur de vivre aussi. Tu vois? Ouais. Donc, Ouais. c'est important de comprendre que ce mouvement, il est nécessaire. Ouais, et tu sais, ça me fait penser, enfin, une des raisons, moi, qui m'a vraiment, donner l'envie de créer ce sommet, c'est de lire une fois de plus, comme le regret numéro un des personnes en fin de vie, tu vois? Que Bronnie Ware, qui était une infirmière en soins palliatifs, elle a publié un livre là-dessus il y a très longtemps et elle sort les 5 regrets des personnes en fin de vie, dont le Mmh. numéro un, c'est effectivement de ne pas avoir osé vivre la vie que je voulais, mais vécu la vie que je pensais que les autres attendaient de moi. Mais surtout, ce qui est hyper frappant, c'est que les 5 regrets ne concerne que des choses qu'on n'a pas faites, jamais des choses qu'on a faites. Donc en fait, vraiment, c'est ça, c'est se dire, avoir des peurs, c'est normal. Donc déjà, on dédramatise, on a tous peur. Sandra Oui, avec sa forte personnalité, moi avec ma forte personnalité, oui. on a tous des peurs. La grande différence, c'est la capacité ou non, effectivement, à se mettre en action, malgré ses peurs, pour apprendre, etc. Et vraiment se dire, voilà, le regret des personnes à la fin de leur vie, ça n'est jamais les choses qu'ils ont entreprises, c'est les choses qu'ils n'ont pas entreprises. Donc vraiment, Complètement. mais s'il y a bien un truc avec lequel j'aimerais bien que les gens repartent de notre conférence, c'est ça, c'est entreprenez quelque chose, commencez quelque part. Alors, Mmh. en matière de commencer quelque part, c'est quoi justement un tout petit pas? Là, je le demande aux personnes qui nous écoutent. Un tout premier petit pas que vous pourriez faire aujourd'hui, que vous reculez tout le temps de faire, ou si vous deviez mettre fragmenter en petites actions un projet qui vous paraît un peu plus énorme, quelle est la toute première action que vous pourriez poser aujourd'hui Mmh. en direction du mouvement, justement? J'aimerais bien avoir vos informations dans le chat. Euh, On peut même aller plus loin, c'est ouais, avec, la notion de si tu, décidais, toi, que c'est possible d'accomplir ce que tu souhaites accomplir ou de créer ce que tu veux créer ou peu importe, si toi, tu arrêtes d'attendre que l'extérieur te prouve que c'est possible et que toi, tu décides de rendre ça possible, quel est le plus petit pas que tu peux commencer à faire? Parce qu'il y a aussi cette notion de: «Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible?» Je voudrais juste dire aussi, tu parlais de forte personnalité et qu'on a peur quand même. Sébastien, qui partage ma vie, est très bien placé pour savoir que je passe du temps en boule sous ma couette, parfois en mode genre: «J'ai peur en fait, j'ai juste peur». Sauf que je l'accepte. OK, là, c'est un moment où juste j'ai peur et ensuite, comme je lutte pas contre ça, je vais juste me remettre en mouvement. En fait, ce sur quoi tu luttes, tu mets ton focus. Ce sur quoi tu mets ton focus, tu vas. Donc, reste focus sur la direction que tu veux avoir. Laisse-toi traverser en attendant, régule le système nerveux et puis go, quoi.
Alors, tu en parles souvent de régulation du système nerveux et on va en parler beaucoup vendredi matin avec Alexandra Béard, justement, qui propose d'ailleurs dans le Pass VIP un programme en VOD sur la capsule régulation, justement, pour apprendre les basiques de la régulation du système nerveux. Mais comme tu en as parlé plusieurs fois, je voudrais peut-être que tu expliques comment tu accompagnes, enfin, quelles sont les manières dont on peut réguler son système nerveux de manière relativement simple. En fait, je parle souvent du système nerveux parce que tu sais, souvent les gens ils me disent comment passer à l'action, comment faire ceci, comment faire cela. Puis parfois on se jette un peu comme ça, puis on s'agite dans tous les sens. Et le truc, c'est que c'est important de trouver l'harmonie, cette danse entre l'être et le faire. Et l'être, donc, c'est ce qui vit en soi, et en soi, on a notre sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure, elle est aussi en lien donc avec la manière dont on peut réguler notre système nerveux pour faire en sorte que notre fenêtre de tolérance soit plus grande aussi, et pour que tout ce qui nous parvienne ne soit pas une source de stress trop intense. Donc le stress, il est ni bon ni mauvais, il a une raison d'être, encore une fois, c'est comme la peur. Juste, c'est important qu'on puisse revenir à chaque fois dans une zone qui est OK pour nous et pas rester complètement perché, stressé tout le temps. Avec l'enfance que j'ai eue, moi, j'ai un système nerveux qui était complètement déréglé, très clairement. Je m'en suis pas préoccupée, j'étais toujours dans le mouvement de la vie et puis, avec les traitements que j'ai eus pour tenter d'avoir un enfant, puis l'opération que j'ai vécue il y a 1 an, qui a été une lourde opération, eh bien, mon système nerveux a été mis à rude épreuve. En créant Soma Soa aussi, mon système nerveux a été mis à rude épreuve parce qu'être entrepreneur et créer ce qu'on a envie de créer, bah, pour moi, c'est génial, mais c'est aussi beaucoup d'action, beaucoup de mouvement. Et donc, je me suis oubliée à plein de niveaux parfois en me disant non, non, mais là, focus là-dessus, mes pratiques et tout ça, on verra à un autre moment. Et donc, j'ai commencé à avoir ma santé qui se dégradait, où la moindre interaction est trop pour mon système nerveux. Et donc, j'ai aussi créé des inflammations dans mon corps, pris du poids et tout ça. Donc, si tu veux, aujourd'hui, c'est très important pour moi d'être dans cette régulation de mon système nerveux, donc d'avoir des pratiques qui me permettent de revenir à mon corps et de faire circuler, d'apaiser tout ça. Et c'est d'ailleurs aussi l'essence à la base de Soma Soa, faire le lien entre le corps et l'esprit à travers justement l'être et le faire. Et dans notre première formation qui est holistique origine, eh bien, il y avait justement toutes les pratiques que je mettais en place, que je délivrais. Et donc, c'est des pratiques, tu sais, pour moi, réguler son système nerveux, on n'a pas besoin de faire des trucs hyper compliqués. Ça peut être très simple, comme je mets de la musique, une musique que j'aime, et je vais faire du shaking, on en parlait tout à l'heure. Je vais shaker mon corps en respirant, en bougeant, en criant, en pleurant si j'en ai envie. Hop, c'est bon, j'ai fait circuler ce qui avait besoin de faire circuler. Je crée de l'espace dans mon mental et dans mon corps, et déjà, c'est mieux. Et si je fais ça tous les jours, déjà, je sens qu'il y a un impact. C'est revenir à la respiration aussi, respirer en conscience. Vraiment, c'est s'offrir des espaces régulièrement dans la journée, des petits espaces simples pour venir se reconnecter au corps et lâcher le mental. C'est top parce que, tu vois, je demandais à Anne, avec qui on faisait la cérémonie d'ouverture, pareil, elle parle beaucoup de rituels dans ses livres, dans ses cartes oracles, et cetera. Et je lui disais: «Si tu devais en choisir un, à recommander en fait à chacun pour accompagner l'épanouissement, l'harmonie, etc. au quotidien». Elle disait, mais pour moi, c'est vraiment inspirer et expirer, donc cohérence cardiaque, Ouais. etc. Mais vraiment revenir dans le corps. Alors, est-ce que tu peux, tu sais, j'aime bien, j'ai envie pendant ce sommet d'inviter les gens à passer à l'action. Et donc, je lance des petits défis sommet que vous retrouverez avec le hashtag défi sommet dans le groupe Facebook. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce shaking? Et moi, j'ai envie de vous proposer de passer à l'action en expérimentant le shaking pour vous offrir justement un espace où revenir dans le corps. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis, on va proposer à tout le monde de faire ça. En fait, le shaking, j'aime beaucoup et c'est très bien pour l'anxiété, le stress et tout ça. Parfois, mieux que la respiration, parce que la respiration, si tu veux, c'est hyper important, c'est bien. Mais quand tu es dans une crise d'angoisse, tu vas pas fermer les yeux pour respirer et faire ta respiration au carré.
c'est pas possible. Tout comme tu vas pas te mettre à méditer. Il faut que tu passes par le corps en étant dans le mouvement. Et donc, le shaking, il a plusieurs fonctions. La première, d'apaiser et de libérer les tensions, les émotions qui doivent circuler. Et la deuxième, donc, une fonction pour apaiser. Et la deuxième fonction, c'est au contraire pour réénergiser. Par exemple, je suis là, tranquille, en train de lire, et puis j'ai la conférence avec toi, je dois de nouveau, tu vois, refaire remonter mon énergie. Je trouve que le shaking, il est génial pour ça. Donc, moi, j'aime bien mettre une musique qui m'ambiance, tu vois, que j'aime bien. Et en fait, ça va être très simple. Je vais me lever pour… En fait, on va laisser les pieds au sol. On va pas trop… hop là. On va laisser les pieds au sol. Hop, je bouge tout. Écarter les pieds d'une manière qui soit d'un espace confortable pour vous. Et sans sauter ni rien, vous allez juste faire des mouvements avec vos genoux tranquillement et laisser les bras se détendre, les épaules se détendre. Donc, on commence vraiment tranquillement. Et donc là, la respiration, elle a aussi un grand intérêt. Si on se laisse respirer très naturellement, on détend le ventre, hein, on laisse son ventre se déployer. Et on va juste prendre des grandes inspirations et expirer. Et le mieux, c'est de pouvoir expirer en faisant du bruit. Et petit à petit, on va secouer de plus en plus. Donc, ça va donner un… Bon, désolé pour ceux qui sont au bureau et qui ne peuvent pas le faire, hein, mais pour les autres, allez-y. Okay. Et ça, en fait, tu le fais le temps que tu veux, mais vraiment le temps d'une musique, le temps d'une chanson. Et en fait, ce qui est génial, c'est que, tu vois, ça te demande rien d'autre que toi, ton corps. Oui, le yoga Kundalini, par exemple, Kundalini Yoga, qui est un de mes yogas préférés, il y a ces pratiques justement aussi de shaking. Et donc, après, vous pouvez secouer les bras. Et moi, j'aime bien venir ensuite tapoter, tout simplement, frictionner, masser au niveau de la mâchoire. Beaucoup de tension, notamment quand on a peur de dire les choses, de s'exprimer, de communiquer. Donc, on va détendre au niveau de la gorge, du chakra de la gorge, la mâchoire, et puis, hop, ici, faire circuler au niveau du crâne, du corps. Et ça, pour moi, c'est le truc que j'aime faire, qu'on fait aussi souvent en équipe quand on a des sessions de brainstorming où voilà, on est beaucoup dans la tête, dans le mental, dans la créativité. Hop, on se lève, on se met une musique et tous les trois, on fait du shaking. Mais ça pourrait être juste, je mets une musique, je danse et je chante n'importe comment. Ouais, alors moi, c'est exactement ce que j'encourage. Moi, j'ai un programme qui s'appelle Graines de Baobab et pendant une semaine, on pratique ce que j'appelle le fitness émotionnel. Comme j'ai la chance de vivre en Afrique et de me réveiller très tôt, je leur envoie très tôt le matin une musique avec des paroles. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se mettre en mouvement, justement d'expérimenter, de passer par le corps pour faire monter le niveau d'énergie et d'émotions positives en utilisant des textes qui ont des paroles justement positives aussi, parce qu'il y a vraiment ça joue, et donc on va se mettre en mouvement. J'adore, c'est exactement ça. Bon, donc défi sommet, vous avez l'obligation, si vous le souhaitez, donc pas une obligation, vous avez l'option de pratiquer le shaking et de nous envoyer peut-être soit une petite photo que vous pouvez nous poster dans le groupe Facebook, soit de nous dire ce que ça vous a, à quel niveau vous étiez en niveau d'énergie au démarrage et à quel niveau sur une note de 1 à 10 vous êtes à la fin. Voilà. Bon, super. Donc, on va passer à autre chose, mais super. Merci Sandra pour ça. Tu parlais aussi, justement, quand on parlait d'émotions, d'autres manières, justement, outils pour aller déloger les émotions dans notre corps. Tu veux peut-être nous en parler un petit peu, ça? Parce que ça me paraît aussi super intéressant pour apprendre à dégommer ses peurs, parce que la peur est une émotion, hein, et aller la déloger concrètement là où elle se trouve. Moi, pour les émotions, j'aime beaucoup faire
tout ce qui va être en lien avec des balancements et des ouvertures de hanches, parce que souvent nos émotions viennent se loger au niveau des hanches. Donc, et on le voit hein, quand on fait par exemple du yoga avec des ouvertures de hanches, bah, souvent ça peut être inconfortable, peut y avoir des émotions qui remontent, des choses comme ça. Donc, tout ce qui va être ouverture de hanches et sinon tout ce qui est balancement. Donc, c'est très simple, c'est je m'allonge sur une face plane et puis je vais d'abord commencer à balancer mes pieds de cette manière-là. Donc, je suis allongée comme ça, je vais balancer mes pieds pour laisser vraiment au niveau de mes hanches, tu vois, créer ce mouvement, cette vibration. Ensuite, je vais les mettre comme ça, mes pieds, tu vois, en avant, en arrière, pour créer de nouveau ce balancement. Ensuite, je plie mes genoux, les pieds au sol, et de nouveau avec mes genoux, je crée du balancement au niveau des hanches. Puis sur le côté, position presque fœtus, tu sais, et avec ma main qui me soutient, je crée de nouveau un balancement à droite, à gauche, et puis enfin sur le ventre, ma tête posée sur mes mains, et je vais balancer aussi, créer un balancier au niveau de mes hanches. Ça, à faire le soir, par exemple, avant de se coucher. Moi, je sais que quand je me suis fait opérer, j'ai eu une lourde opération il y a 1 an qui a fait surgir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Tous les soirs, c'était ma pratique. Et tous les soirs, j'avais du coup des pleurs comme ça qui sortaient. Et c'était OK, il n'y a pas de jugement ou d'interprétation, tu vois, à donner. Il n'y a pas d'histoire à se raconter parce que les histoires qu'on se raconte au sujet de tellement de choses. Donc, il n'y a pas d'histoire à se raconter. Il y a juste à se laisser, encore une fois, traverser, à laisser circuler. Et moi, ça, je trouve que pareil, c'est une pratique qui est simple et tellement puissante. Ouais, super, super. Parce que donc pour revenir quand même sur le sujet des peurs, qui était quand même notre sujet de démarrage, la peur est une émotion et elle a des choses à nous dire. Donc la peur, elle vient nous informer de quelque chose qui n'est pas forcément un danger d'ailleurs, hein, qui est une sortie de zone de confort souvent. Donc cette émotion-là, il faut effectivement l'écouter, mais pas lui laisser toute la place. C'est un peu le sujet. Est-ce que tu peux nous partager une expérience personnelle où tu as fait face à une grande peur ou un obstacle majeur et comment tu t'en es sorti, justement, pour qu'on soit dans des choses concrètes? Il y a eu tellement de fois, parce que alors moi je suis la Ben oui, pro de la sortie de zone de confort, bah peut-être un peu oui, trop des fois. c'est pour ça. Donc, mon mari, il dirait que moi j'ai jamais peur avant, j'ai peur après. Lui, il a peur avant, tu vois, donc il va mettre du temps à mettre en place les choses. Moi, je suis plutôt du genre, je veux quelque chose, allez, go, 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 on y va. Ah, on y est, oula, en fait, j'ai un peu peur. Donc, un exemple que je pourrais te donner par rapport à ça, eh ben, quand on a tout laissé en France pour partir vivre à Bali, par exemple, on avait peur. On avait peur, ou même quand on a créé notre première formation holistique origine, là, j'ai eu beaucoup de peur. Est-ce que j'allais être capable? Est-ce que j'étais à la hauteur? Le syndrome de l'imposteur? Est-ce que j'allais tenir l'engagement? Donc là, j'avais beaucoup de peur par rapport à ça. Et ce qui a fait que c'est devenu, que ça s'est réalisé, qu'on a été jusqu'au bout et que ça a été incroyable, c'est qu'en fait, régulièrement, quand je me voyais regarder le sommet de la montagne, et que j'avais peur, je revenais toujours à OK, c'est quoi le prochain petit pas à faire? Et donc, quand tu as un gros objectif comme ça, un gros projet, un gros rêve ou un truc qui vient te challenger, eh bien, le meilleur moyen que ce gros truc te fasse moins peur et soit plus accessible pour ton système nerveux et ta pensée, bah, c'est de venir le découper en tout petits objectifs. Et puis, chaque jour, tu fais tes petits pas, en fait. Puis, à un moment donné, tu y es au sommet de la montagne. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est arrêter de regarder le truc dans sa globalité pour aller après focus sur des petites choses. La globalité, elle est intéressante pour avoir la vision, pour donner la direction. Mais une fois que tu as ça, c'est pas la peine d'aller regarder là-bas, en fait. Hop, tu reviens au jour le jour, puis tu avances pas à pas. En tout cas, nous, c'est ce qui nous aide. Moi, c'est ce qui m'aide. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, j'avais envie de te parler d'épanouissement, parce que évidemment,
sur le sujet de comment s'épanouir après 40 ans, revient beaucoup la question de la contribution, de l'impact, jusqu'à présent, on a été un peu la tête dans le guidon comme un hamster, à travailler, à cocher toutes les cases et à faire bien comme tout le monde nous avait dit de faire. Et puis d'un coup, à 40 ans, on se pose la question de comment je m'épanouis en tant que personne, mais aussi comment je m'épanouis dans ma carrière professionnelle. Alors, vous avez toi et Sébastien, vous avez cette particularité de travailler ensemble, de voyager ensemble. C'est quoi ta vision de l'épanouissement personnel et professionnel? Parce que du coup, c'est très imbriqué. Et comment ces deux aspects, selon toi, de la vie peuvent s'harmoniser pour créer une vie, justement, ayant plus de sens et de satisfaction et d'impact? En fait, moi, je dissocie pas les deux parce que tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour moi et mon plaisir. Donc même Soma Soa, si tu veux, je crée et je développe Soma Soa parce que ça me fait kiffer, encore une fois, et que j'aime ça. Et donc, pour pouvoir faire ça parce que j'aime ça, je dois aussi prendre soin de moi et avoir du plaisir et dans ma vie de tous les jours. Donc, souvent, on parle d'équilibre pro-perso parce que souvent aussi, on perçoit le pro comme une corvée, comme quelque chose de compliqué, quelque chose qu'on doit faire. Mais quand ton pro, tu l'as bâti, tu l'as construit pour qu'il contribue à ton épanouissement, bah en fait, tout dans ta vie, c'est des pièces du puzzle de ton épanouissement. Tes relations, ton couple, tes pratiques, tes hobbies, tes passions, ton business, enfin tout. Donc moi, c'est plutôt comme ça que je vois et je perçois les choses. Est-ce que tu veux me reposer ta question parce que j'ai pas la sensation d'y répondre? Si, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de quel est le sens, notamment professionnel, que je veux donner à ma vie? Non, tu y réponds très bien, parce que justement, l'idée, c'est de dire, si on se pose la question du sens professionnel, en fait, c'est qu'une partie de l'iceberg. La question de l'épanouissement, elle est globale, justement, elle est dans tous les domaines de vie. Ouais. Mais il y a un truc souvent qui revient, c'est comment j'identifie mes valeurs, comment j'identifie mes passions pour m'aligner professionnellement avec ce que je suis vraiment, etc. Donc peut-être. Donc, tu as très bien répondu à ma question. L'alignement pro et perso, justement, c'est une imbrication de tous les domaines de vie. Ouais, à soi, à ses désirs, à ses valeurs, à sa vision, à Et ses rêves. comment travailler sur ses valeurs, comment identifier ses valeurs, comment identifier ses passions pour essayer justement de faire des petits pas de côté pour s'aligner dans ce sens-là, d'un point de vue professionnel et personnel. Parce que les valeurs, ça vaut aussi dans le domaine personnel, évidemment. Pour moi, le travail sur les croyances et sur les valeurs, c'est pour moi la base de l'épanouissement puisque c'est la base de la connaissance de soi et on parle beaucoup d'alignement. Oui, mais aligné à quoi? Bah, aligné justement à ça, à ses valeurs pour pouvoir, cheminer et se construire, une vie, qui nous inspire plutôt que d'aller chercher tout le temps l'inspiration à l'extérieur. Créons des vies, qui nous inspirent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle dans Déclic. C'est pour ça aussi que, tu vois, dans Holistic Business, tout le premier pilier, c'est que ça, pour aller bosser là-dessus. Et c'est un vrai travail. Donc, il y a 2 types de valeurs. Il y a les valeurs hautes et les valeurs morales. Les valeurs morales, c'est les choses de l'être, ce qui compte pour moi dans l'être. Et puis, les valeurs hautes, ça va être plutôt les valeurs du faire et de l'action. Donc, les valeurs morales, ça va être, par exemple, pour moi, ça va être, j'aime la liberté, c'est une valeur très importante pour moi, la liberté, l'intégrité et l'excellence. Ça, c'est mes 3 valeurs morales hautes à moi. Certains vont dire l'amour, la paix, le machin, le truc. OK. Après, mes 3 valeurs hautes sont ça. Bien sûr, comme tout le monde, j'aime la paix, j'aime l'amour et tout ça, mais c'est juste aller voir qu'est-ce qui est le plus important pour toi parce que c'est ça que tu vas venir nourrir ou c'est ça qui va faire que ça, c'est non négociable. Tu vois, par exemple, avoir quelqu'un dans ma vie qui n'est pas intègre, c'est non. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as les valeurs hautes, donc les valeurs d'action, de faire. Et ça, c'est qu'est-ce que tu fais dans ta vie qui, plutôt que de te pomper de l'énergie tout le temps, vient te nourrir. En fait, dans notre vie, on a des ressources. Tous, on a plusieurs ressources. La ressource temps, énergie, argent, réseau, pensée, créativité. Enfin voilà, on a des ressources. Dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un prix à payer, même dans ce qu'on aime faire. Par exemple, là, je suis en train de transmettre. C'est une des choses que j'aime le plus faire dans ma vie, transmettre. Néanmoins, je paye quand même un prix. C'est mon temps et c'est de l'énergie. Je soutiens un espace avec toi, Raphaël, et je suis en train de transmettre des connaissances. Donc, je donne de la ressource, mais je gagne de la ressource. Je ne gagne pas de la ressource argent, mais je gagne de la ressource
réseau, je gagne de la ressource énergie parce que j'en donne, mais j'en reçois aussi. Et donc, quand tu fais des choses qui sont en lien avec tes valeurs, parce que tu les connais, eh bien, c'est OK de donner et de recevoir parce que tu reçois de la ressource aussi. Le truc, c'est que payer le prix pour quelque chose que tu n'aimes pas, c'est la double sanction. Et donc, il va être important d'aller voir c'est quoi tes valeurs hautes, tes 3 valeurs hautes importantes, parce que c'est ça que tu vas venir alimenter au quotidien. Par exemple, mes 3 valeurs hautes importantes, c'est la transmission, mon développement personnel et spirituel et l'esthétisme et la beauté. C'est quelque chose qui est important pour moi d'être dans de beaux environnements. Voilà, ça, c'est 3 choses qui sont importantes pour moi. Là-dessus, j'ai ajouté 2 choses qui n'étaient pas dans mes valeurs hautes, mais que j'ai raccrochées à ces 3 valeurs parce qu'en fait, elles étaient importantes, notamment ma santé. Ma santé, aujourd'hui, hop, est revenue au premier plan parce que si je suis en santé, je peux transmettre comme je veux. Alors bien sûr, pour quelqu'un, de tout à fait équilibré et tout ça, la santé, bien sûr, c'est même pas un sujet, c'est forcément sur le devant de la scène. Mais moi, par exemple, avec l'enfance que j'ai eue, une maman dans le sacrifice, où on m'a pas appris à prendre soin de moi, bien au contraire, mais plutôt à me sacrifier, c'était pas naturel de mettre mon bien-être et ma santé au premier plan. Donc ça, je l'ai raccroché à la valeur transmission pour qu'aujourd'hui, ça fasse partie de mon quotidien, c'est normal. Et la valeur argent aussi, qui n'était pas une valeur haute pour moi, mais parce que si j'ai de l'argent, je peux prendre soin de moi, je m'offre ce que je veux, je suis bien soignée, je peux créer des choses avec Soma Soa qui me font vibrer, etc., etc. Et donc, le meilleur moyen d'aller voir quelles sont tes valeurs hautes, c'est par exemple donc, de voir dans ton quotidien qu'est-ce qui te nourrit, où sont tes envies. Tiens, quand je fais ça, ça me nourrit. Tu peux aller voir c'est quoi les sujets qui t'inspirent, qui te font du bien, dans lesquels c'est OK pour toi d'investir de l'argent. Tu ne prends pas comme une dépense, tu investis. C'est quoi, tous les thèmes de bouquins que tu as dans ta bibliothèque? Attention, pas ceux que tu as simplement achetés, mais ceux que tu as réellement lus. C'est quoi le contenu que tu aimes regarder? Bref, tout ça, ça va te donner des indications sur tes valeurs hautes. Et l'idée derrière, c'est justement de quand tu te refais passer au premier plan de ta vie, c'est de te dire qu'en fait, ces valeurs-là, c'est les premières choses que je vais venir nourrir au quotidien et le reste va passer après. Parce que sinon, tu te réveilles le matin, tu es déjà en train de scroller sur ton téléphone. Ensuite, si tu as des enfants, tu es interpellé et puis tu t'occupes de tes enfants et puis après de ton conjoint et puis après tu te mets au boulot et puis après tu récupères tes enfants, les devoirs, les machins, les trucs et il est 21h30 et là tu dis « Ah, et cette formation que j'avais trop envie de faire, ah tiens, et ce bouquin et ce machin juste pour moi, ouais mais je suis claquée, je le fais pas. » Je remets à demain. Ouais. Ouais, c'est super. Il y a Anna qui te dit merci Sandra, je viens de comprendre d'où vient le déséquilibre pro-perso. Et en fait, ce que je trouve vachement intéressant dans le fait de parler des valeurs et de ce qui te donne de l'énergie, enfin, de voir ça comme des ressources, finalement, ça me fait penser, tu vois, dans notre sujet où on parle de dégommer ses peurs pour être qui tu es, finalement, c'est ça, c'est arrêter de laisser les peurs nous pomper de l'énergie pour aller chercher dans nos ressources ce qui nous en donne et en fait laisser exprimer, laisser circuler l'énergie au lieu de la laisser paralyser dans les peurs d'une certaine manière. Tu sais, une des peurs, ça me fait penser à ça d'ailleurs, une des grosses peurs, c'est la peur du changement et de ce que ça implique, le changement. Et tu disais que le premier pas était le plus difficile. Moi, je crois que c'est même pas le premier pas qui est le plus difficile, c'est l'entre-deux, entre j'ai envie mais j'ose pas. Et cet entre-deux où je me sens figée parce que je sens que autre chose m'attend mais je m'autorise pas, c'est là le plus inconfortable parce que je me torture psychologiquement. Donc, faire ce premier pas, pour moi, c'est presque libérateur plutôt que de rester dans cet entre-deux. Et donc, c'est important de pouvoir s'offrir l'opportunité d'y aller, parce que pour moi, il y a que ça qui fonctionne. Tu as pas ton micro d'activer. C'est ce que j'allais dire, il faut que je réactive mon micro, sinon ça ne va pas marcher. Il y a Nadia qui dit comment laisser partir ses croyances limitantes. Alors, c'est un grand sujet. Moi, je vais faire un atelier dédié sur les croyances limitantes pour ceux qui auront le coffret VIP d'ailleurs, mais peut-être que Sandra, j'aimerais t'entendre là-dessus. Parce que sur le sujet des croyances limitantes, là encore, c'est vraiment réussir à faire le pas de côté qui nous fait nous rendre compte que notre croyance n'est finalement qu'une croyance et qu'on peut trouver la croyance inverse être
tout à fait réel et on peut trouver des personnes qui sont des rôles modèles qui incarnent la croyance inverse. Et en fait, c'est toujours ça, aller chercher en dehors de ce qui nous limite. Mais je voudrais t'entendre sur le sujet de comment laisser partir ces croyances limitantes. Ah ouais, les croyances, je peux te faire une conférence de 10 heures sur les croyances parce que c'est un On va vaste sujet. peut-être faire une journée spéciale Mais croyances limitantes. voilà. Après, c'est aussi pour ça, hein, j'en parle beaucoup. J'ai été beaucoup interrogée sur la notion des croyances. J'en parle dans Déclic. Pareil, c'est tout un pilier d'Holistic Business parce que c'est hyper important. Je te le disais tout à l'heure, pour moi, si tu veux changer tes résultats dans ta vie, tu dois faire le job de tes croyances. Ça, c'est sûr. La question, d'ailleurs, c'est même pas parfois comment changer mes croyances, mais c'est déjà comment débusquer mes croyances. Parce que quand tu es en pilotage automatique, tu te rends même pas compte de ce en quoi tu crois ou pas. Donc, les croyances, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Tu as juste des croyances qui te soutiennent ou des croyances qui te soutiennent pas. Et donc, les croyances, c'est un peu comme un filtre. C'est la paire de lunettes qu'on porte sur le nez et qui fait qu'on perçoit le monde, les autres et même la relation à soi, qu'on se perçoit soi d'une certaine manière. Et souvent, tout ça, c'est sous le prisme du bien ou du mal, en fonction de notre éducation, en fonction des croyances de notre famille. Nos croyances, elles se construisent dès l'enfance et souvent donc en lien avec les croyances de notre famille, mais c'est aussi en lien avec la société dans laquelle on grandit, l'époque à laquelle on grandit. En France, on n'a pas les mêmes croyances qu'en Afrique, qu'aux États-Unis ou voilà. Donc ça, c'est déjà, il faut comprendre ça. Le bien, le mal se situe pas, le curseur n'est pas au même endroit. Ensuite, pour aller voir quelles sont les croyances qui me soutiennent ou qui me soutiennent pas, eh bien, ça va être de déployer notre capacité à nous observer dans notre quotidien. Donc, de sortir du pilotage automatique pour mettre de la conscience sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on ressent. Et là, encore une fois, les émotions, du coup, c'est un bon moyen d'aller voir est-ce que c'est OK ou pas pour moi et est-ce que, tiens, là, je suis dans un schéma avec une croyance au bout. Quand je suis en pilotage automatique, je me retrouve toujours dans les mêmes situations. Quand je commence à mettre de la conscience, je commence à me remettre dans ma part de responsabilité, donc dans ma pleine puissance. C'est-à-dire que j'observe où est ma part de responsabilité dans ce que je vis, notamment, par exemple, dans la relation. Et là, je vais voir, tiens, dans cette relation, je suis toujours en train de faire ça de cette même manière et en réponse, j'ai toujours la même chose parce que j'ai la croyance que pour être aimée, je dois être comme ci ou je dois être comme ça, par exemple. Les croyances, elles sont aussi intéressantes parce que quand je veux quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours un prix à payer, mais mes croyances, qu'est-ce qu'elles me disent de ça? Je parlais de l'argent tout à l'heure, dans mes valeurs. L'argent, c'est incroyable le nombre de croyances qu'on peut avoir autour de l'argent. Et en fonction de tes croyances, tu vas ou pas avoir plus ou moins d'abondance parce que l'argent ne va pas là où il y a besoin qu'elle aille. Ce serait génial, mais il y aurait plus de pauvreté, hein, très clairement. Si c'était le cas, il y aurait plus de pauvreté. Donc, très clairement, dans cette vie-là, c'est pas ce qui se passe. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est injuste? C'est un autre débat, mais en tout cas, c'est pas comme ça que ça se passe. L'argent va là où elle est reçue, là où il y a l'ouverture, là où ça circule en fait, et là où il y a des valeurs, tu vois, qui sont en lien avec ça. OK, j'aime l'argent, OK, j'ai de la place pour ça et c'est OK. Mais si j'ai des croyances de l'argent, ça rend méchant, ça rend con, ça rend mauvais, ceux qui ont de l'argent, c'est des voleurs. Hem, tu vois, si j'ai des croyances autour de ça, je peux faire tout ce que je veux, je peux me débattre autant que je veux. Il y a une part de moi qui va me protéger de l'argent. Parce que je veux Ne pas pas être une accepter de mauvaise personne. recevoir. Tu parlais de recevoir tout à l'heure et c'est ça, c'est finalement ne pas accepter de recevoir. Je vais pas accepter de recevoir. Même si, tu vois, consciemment, j'ai l'impression de tout mettre en place pour réussir et avoir de l'abondance, inconsciemment, il y a des choses que je vais mettre en place pour saboter ça. Pas parce que je suis barjot, mais parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ego ou le petit juge intérieur qui est là pour prendre soin de moi en réalité et qui est là pour me dire attention, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est en fonction de mes croyances. Et donc c'est pour ça que moi j'aime bien parler de livre de loi, ce livre de loi qu'on écrit au fil du temps, que nos parents ont commencé à écrire pour nous. Et mettre de la conscience sur soi, c'est accepter d'ouvrir son livre de loi et d'aller checker. Est-ce que cette loi-là qui a été écrite par mes parents ou par ma propre expérience, elle est vraie ou elle n'est pas vraie? Elle me soutient ou elle me soutient pas?
est-ce que je peux la réécrire pour que ce soit une croyance qui me soutienne maintenant? Et donc ça, c'est tout un cheminement. Donc là, je l'ai vraiment condensé, heu, au maximum, mais c'est un vrai cheminement. Je trouve que c'est un des travails les plus puissants. Des croyances, on en a tout le temps, encore une fois, des bonnes et des mauvaises. Donc le job, c'est de faire en sorte qu'on ait le plus de croyances possibles qui nous soutiennent pour accomplir ce qu'on a envie d'accomplir dans notre vie. Ouais, c'est ça, j'appelle ça des croyances soutenantes ou des croyances aidantes. C'est exactement ça et c'est très intéressant ce que tu dis parce que, moi, c'est tout le travail sur le rapport à l'argent, c'est ce qui m'a permis de comprendre effectivement comment, nos croyances pouvaient ne pas nous soutenir et comment on pouvait, transformer, nos croyances. Alors en parlant de premiers pas et cetera, je voulais, souligner pour ceux qui nous suivent, encore et vous êtes nombreux, je le vois, et pour dire que tu as un programme qui est en accès gratuit sur ton site Ouais. internet qui s'appelle Déclic. Donc, vous allez sur somasowa.com/déclic. Alors, je l'avais mal écrit, c'est pour ça que j'ai fait disparaître la bannière et réapparaître. DECLIK, qui sont les premiers pas justement pour créer la vie que tu désires. Donc, n'hésitez pas à prolonger un petit On peu. parle des croyances et des valeurs notamment. Exactement, exactement. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin avec un atelier live, donc il y aura, moi je ferai un vrai atelier là-dessus aussi de 2 heures dans le pas d'une journée, mais de 2 heures dans le cadre du coffret VIP. Et puis donc je note avec Sandra de nous préparer une journée sur les croyances limitantes. Yes. Voilà. Canon, canon. En parlant justement de croyances limitantes, alors ce qui est intéressant, c'est que souvent, moi, les croyances limitantes, j'arrive à les contrer et à les transformer en croyances soutenantes en travaillant avec des mantras ou des petites citations que je me répète Ouais. pour rappeler à mon cerveau que ma croyance limitante n'est qu'une croyance limitante et que je peux implanter une autre croyance soutenante. Est-ce que, en parlant de mantra, il y en a qui te soutiennent justement ou qui t'ont Mmh. beaucoup soutenu que tu pourrais partager? Oui. Par rapport à ce que tu disais, les mantras, la visualisation, tout ça, ça peut faire un peu new age ou ça peut paraître farfelu, mais c'est hyper important pour créer de nouvelles connexions neuronales quand on crée des croyances, de nouvelles croyances pour nous soutenir. Donc, je pense c'est important de ne pas sous-estimer la force créatrice de l'esprit. Hein, tout comme, si, je peux être installée sur mon canapé et me sentir triste alors qu'il se passe rien, je peux aussi me sentir en joie alors qu'il se passe rien. Et ça, c'est avec la pensée. Et donc, ce que je me répète au quotidien va vraiment avoir un impact. Donc, la manière dont je me parle aussi à moi a vraiment un impact sur ce que je ressens. Et ce que je ressens, je passe ou pas à l'action et donc je crée ou pas des choses. Désolée, est-ce que tu veux me rappeler ta question? Il faut que tu mettes ton micro. Ah oui, les mantras. OK, Les mantras, yes, si c'est tu en bon. avais qui te soutenaient, qui Ouais, justement ouais, ouais. particulièrement et que En tu voulais fait, partager? j'ai eu des 2 mantras qui m'ont beaucoup accompagnée. C'était, le premier, c'était «Go with the flow», donc suivre le flow de la vie. Le second, ça a été apprendre à marcher avec grâce au milieu du chaos, avec cette idée que, quand je parle du chaos, c'est le chaos qu'on a en soi aussi, hein, et Ouais, j'aime qui, beaucoup cette phrase. C'est très joli, je me la suis notée tout à l'heure. Ouais, c'est très donc joli. c'est vraiment ça, on croit que le bonheur, c'est avoir une vie parfaite. Moi, je crois que le bonheur, c'est de savoir justement naviguer au milieu de nos chaos, parce que la vie est faite de hauts, de bas, de polarités, de contradictions, de paradoxes, et que c'est important de savoir naviguer autour de ça, avec ça, et d'arrêter de lutter contre soi, mais encore une fois, d'œuvrer pour soi et de s'accepter avec tout ça. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Aujourd'hui aujourd'hui, je suis plus dans un, no bullshit. Tu vois? On Donc arrête on de se l'aura raconter des compris. ouais, je suis plus là-dedans et c'est plus mon flow de, OK, on n'a pas besoin de faire les choses en tension, tu vois? C'est, no bullshit, on y va, mais c'est cette espèce de force tranquille de: «Je sais qui je suis et j'y vais comme ça. On m'aime pas, c'est pas très grave. Est-ce que moi je m'aime?» Tu vois? Et dans tous les cas, il y aura aussi des personnes qui seront là pour m'aimer vraiment pour ce que je suis, parce que je me montre exactement telle que je suis. Donc ça laisse aussi l'opportunité aux autres de savoir s'ils ont envie de dealer avec moi ou pas. Donc oui, je dirais, marcher avec grâce au milieu du chaos. Ça, c'est un des mantras de mes mantras, favoris.
C'est rigolo parce que Anne, tout à l'heure, évoquait le mot chaordique, à l'inverse de chaotique, mais qui était de mettre le chaos dans notre ordre de vie et mettre ça comme si Ouais. on avait un projet qui demandait à être exploré. Donc, ça fait une très belle liaison entre vos deux conférences qui n'étaient pas prévues, mais j'aime beaucoup. Alors, il y a Anna qui dit, Anna Perrol qui dit, j'ai pris rendez-vous avec moi-même pendant 5 jours sans mon mari et sans mes enfants dans un Yes. endroit où personne, alors que j'ai peur d'être seule, mais je veux dépasser ça et me reconnecter. Bah, super, bravo Bravo Anna. Anna. Ça, c'est un truc que je fais régulièrement et ça me challenge aussi à chaque fois parce qu'avec Sébastien, on est souvent tout le temps ensemble. Donc régulièrement, je prends des temps juste pour moi. Je pars dans un hôtel ou un truc comme ça et à chaque fois, ça me challenge et à chaque fois, c'est tellement bon d'avoir ces moments de solitude pour se reconnecter à soi. Donc bravo Anna, c'est très chouette. Prendre le pouls, prendre rendez-vous avec soi-même pour prendre le pouls de ce qui se passe à l'intérieur, c'est très bien. Et Marie qui dit, mon rapport à l'argent limitant a été imprimé beaucoup par mes parents. Il ne faut pas dépenser pour le plaisir, mais investir. J'ai évolué et je m'autorise des plaisirs momentanés. Et oui, c'est vraiment un des trucs très importants à comprendre avec les croyances limitantes, c'est qu'on en hérite de notre éducation, on en hérite, comme tu le disais Sandra, de la culture dans laquelle on évolue, de la famille dans laquelle on grandit, des personnes qui font autorité autour de nous en étant petits, mais après, on en hérite, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre avec et les faire nôtres, puisque on peut trouver autant de choses qui alimentent la croyance qu'on a que de choses qui nous montrent l'inverse. Donc, Moi, je crois que notre vie commence à partir du moment où on commence à s'affranchir, notamment des croyances de la société ou de nos parents, vraiment, et qu'on crée, nous, notre propre histoire. Ouais. Ouais, absolument. Alors, on va arriver à la fin de cette conférence. Il y a des choses que vous voudriez. Alors, on m'a redemandé si tu pouvais réexpliquer le balancement. Donc, je vais te laisser le réexpliquer comment pratiquer le balancement, peut-être pour à la fin. Mais si tu devais récapituler ce qu'on s'est raconté sur comment dégommer nos peurs et s'autoriser à être qui nous sommes, incarner qui on est, comment est-ce que je veux dire? Moi, ce que j'ai retenu, c'est que de toute façon, il n'y a qu'en avançant qu'on apprend qui on est. On ne sait pas forcément, on ne naît pas en sachant qui on est. Il faut danser avec nos peurs, parce qu'on a tous peur. J'ai noté beaucoup de choses, mais si tu voulais le résumer ce que tu as dit en 1h30 pour ceux qui nous prennent. Mais moi, je vais reprendre un exemple que tu as donné, c'est que, en fait, demain, sur ton lit de mort, tu te diras pas « Ah, chouette, j'ai rien fait dans ma vie, mais au moins, c'est cool, j'ai pas eu peur. » Demande-toi, en fait, plutôt, voilà, tout ce que tu pourrais regretter de ne pas avoir fait. Moi, c'est un de mes leitmotifs, c'est que oui, j'ai peur plein de fois, mais ce que je sais, c'est que je ne regretterai pas de ne pas avoir fait ce que j'avais envie de faire. Donc, je préfère faire, défaire et reconstruire. De toute façon, on ne risque rien, en fait. Tout ce qu'on fait, on peut le défaire. Donc, encore une fois, on expérimente la vie. On n'est pas né pour être figé. On est fait et on est né pour vivre pleinement, pas pour survivre non plus. Le seul juge, c'est vous, pour vous-même, en fait. Et la seule personne qui peut vous autoriser, encore une fois, c'est aussi vous, pour vous-même. Donc, pour moi, dégommer ses peurs pour créer, pour être soi ou créer la vie qu'on désire, c'est on se met en action, on y va et on prend des temps aussi pour prendre soin de soi, pour réguler, pour intégrer. On est bien accompagné sur le chemin parce que ça, pour moi, ça fait aussi la différence. Donc moi, j'ai toujours une équipe de soutien qui m'accompagne, que je choisis au fil des ans, de mes envies, de mes besoins, et ça, c'est hyper important. Puis go with the flow, quoi. Ouais, merci Sandra. Alors, il y a Gaïou qui écrit, et je trouve que c'est intéressant parce que c'est quand même quelque chose qui peut être bloquant, qui écrit « J'ai beaucoup travaillé sur moi, trop. Du coup, parfois, je peux me retrouver perdue malgré tout ce que j'ai appris et ce que je sais. Et je pense qu'effectivement, dans la perfection, dans le trop savoir, etc., il y a ce risque, effectivement, d'être un petit peu perdu. Comment est-ce que tu voudrais répondre à Gaïou ? C'est hyper intéressant. Merci pour ton partage. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais, avec l'idée que je dois apprendre et je dois connaître plein de choses. Et après, je me mettrai en action.
En fait, non, pas du tout. Le problème, c'est que souvent, on apprend plein de choses, on acquiert plein de connaissances, mais on les incarne pas, on les fait pas passer dans le corps, donc on devient juste une tête pensante. Alors, c'est chouette hein, pour les conversations mondaines et machin et tout. C'est chouette aussi pour transmettre, mais sauf que tout ça, il faut l'intégrer, le digérer, l'intégrer dans le corps et l'incarner dans son quotidien. Donc, en fait, ça sert à rien d'apprendre 36 000 choses, c'est j'apprends un truc, je le mets en place dans mon quotidien. Quand c'est acquis, j'apprends un truc, je le mets en place dans mon quotidien. Et en fait, c'est ça, tu vois, trouver l'harmonie et cette danse entre l'être et le faire. C'est j'apprends, j'intègre, je fais, je réajuste, je respire, j'y retourne. Mais quand je suis juste j'ai beaucoup travaillé sur moi. En fait, travailler sur soi, ça veut dire quoi? C'est que tu t'es beaucoup remis en question, tu as suivi beaucoup de formations, tu as fait beaucoup de coaching, beaucoup de thérapie peut-être, lu beaucoup de choses. OK, mais tout ça, c'est dans la tête. Donc maintenant, on vient faire redescendre dans le corps et puis vois au niveau de ton quotidien comment ça se retranscrit et surtout, n'aie pas peur de tester ce que tu as appris dans ton quotidien et n'aie pas peur de te tromper parce qu'avec tout ce que tu as appris aujourd'hui, tu vas savoir réajuster. C'est pas un problème, mais il faut que tu te mettes en mouvement. Il faut que tu testes Ouais. maintenant. Ouais, faut tester. Et puis, ce que tu dis est très juste. En fait, effectivement, quand on reste dans la tête, évidemment, il y a un moment où ça bloque, hein. Mais moi, ce que je dis souvent et ce que je trouve difficile à faire finalement dans le quotidien, c'est créer de l'espace. Créer de l'espace pour faire des petits check-in avec soi-même. Créer de l'espace pour faire remonter ne serait-ce que des envies, des idées. En fait, hyper souvent, on a des idées qui nous traversent. C'est juste on a presque pas assez créé d'espace pour l'apprendre et se dire, ah bah tiens, comment est-ce que justement je pose le premier pas pour avancer dans la direction de cette idée aussi fantasque puisse-t-elle paraître, c'est qu'il y a quelque chose qui me rend vivante là-dedans, dans cette idée qui me traverse, dans cette chose qui me met en joie. Et en fait, finalement, c'est aller vers ce qui nous rend vivant et créer de l'espace pour trouver ce qui nous rend vivant et avancer dans la direction de ce qui nous rend vivant et expérimenter et apprendre en marchant. Et c'est vrai que quand on met tout là-dedans, ça coince et on n'est plus du tout vivant. Et alors que quand on crée de l'espace dans le corps et dans le cœur, effectivement, on peut voir ce qui nous rend vivant. Le problème, c'est que de créer de l'espace, c'est aussi se retrouver avec soi-même. Et ça peut faire peur parce qu'on grandit en France, notamment dans une société où l'autre doit passer avant soi et que se faire passer en premier, c'est être égoïste et être égoïste, c'est péjoratif. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, il y a cette notion de aussi, tu vois, de s'autoriser, d'apprendre à s'aimer pour pouvoir s'autoriser, de créer cet espace-là pour soi et faire circuler et recevoir. C'est pas si Non, c'est pas du tout aisé. C'est pas du tout aisé. Et ça va faire une très bonne transition vers la conférence de Christine qui est juste ce soir à 18h justement sur oser briller sans se sacrifier et comment créer de l'espace en se disant qu'on n'est pas égoïste, etc. Et c'est intéressant ce que tu dis. Alors, tu as beaucoup voyagé. Ce sera peut-être ma dernière question parce que moi, remarque que tout le monde est encore là, donc je vois pas les nombres qui baissent. Donc, c'est que tout le monde a envie de rester. Donc, je continue. Cool, on est bien ensemble. Ouais, c'est cool. Mais tu as beaucoup voyagé avec Sébastien aussi et la rencontre des autres, la rencontre de l'autre nous nourrit, permet aussi d'aller déjouer certaines peurs, hein, parce qu'on sort de notre zone de confort et d'un coup on apprend qu'on peut faire des choses dont on ne se sentait pas capable. Et puis ça nous aide à grandir en amour pour l'autre aussi. Donc quand on grandit en amour, on laisse moins de place pour la peur. Je ne sais plus du tout où je voulais en venir dans mon histoire, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, quand tu dis on est dans des sociétés où c'est très difficile de faire pause. Et moi, j'habite donc dans le fond de la savane et je vais dire que j'ai vu un nombre de personnes arriver et être en panique totale devant l'immensité du temps et le manque de distraction absolue qu'il y avait. Et le désarroi que ça crée chez les gens, d'un coup se retrouver face à soi-même et face à l'espace-temps infini et l'espace infini de soi, c'est déroutant et c'est pas facile. Donc en fait, j'ai parlé de deux choses qui n'ont rien à voir. L'un qui est effectivement la difficulté de se retrouver face à soi-même et l'autre qui est la rencontre et le voyage. Donc je vais fermer la parenthèse sur la difficulté d'être face à soi-même, mais je voudrais parler de la rencontre et du voyage et comment, à titre perso, ça t'a
apporté, toi, en tant que femme, en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur, comment la découverte de l'autre et du monde t'a nourri et t'a aidé dans ton parcours de résilience peut-être aussi? Mmh. Avec plaisir. Juste, je réouvre ta petite parenthèse pour dire que le stress et le faire, c'est aussi une addiction. Ça peut devenir une addiction, hein. On vit dans une société où tout doit aller vite, on scrolle, on passe d'une information à l'autre, les contenus sont de plus en plus courts. Donc tout ça, ça demande aussi des sevrages, tu vois? Là, j'aime bien, j'ai commencé à mettre en place une journée où je scrolle pas, je suis pas sur mon téléphone ni rien. Bah, c'est pas si évident que ça, en fait, quand tu es habitué et en plus quand ça fait partie de ton boulot. Le voyage, ça a été c'est une des choses que j'aime, j'adore voyager. En plus, bon, avant, on voyageait un peu comme tout le monde pendant les vacances et c'est très différent de voyager pendant des vacances et de voyager en mode je m'installe dans le pays et je m'imprègne de la culture. Et donc notre premier voyage où vraiment on a tout vendu en France pour partir à Bali, c'était dans un contexte particulier parce que c'était pendant le covid et il y avait une fenêtre de tir entre 2 confinements, en fait. Et donc nous, on a fait ça dans une période où tout le monde disait: «On n'a pas le droit de voyager, vous pourrez pas partir, vous n'avez pas le droit» et tout ça. Et moi, j'étais en mode, «Bah, qui va m'interdire? Vas-y, viens». Donc je je fais ce que je veux. Ouais, c'était un petit peu ça. C'était la guerrière en moi qui était en mode, «Non, moi je fais ce que je veux et je suis libre de faire ce que je veux. Personne va m'imposer quoi que ce soit». Et donc on est partis comme ça et en fait, ça a été fou à ce moment-là de voir que, bah, à Bali, on n'en était pas du tout au même niveau, sur plein de plans d'ailleurs. Eux, ils avaient beaucoup souffert du covid et en même temps, il y avait une forme de liberté, de vie qu'il y avait pas en France et on s'est rendu compte en fait que, il y a ce qu'on veut te faire voir et il y a ce que tu choisis de voir et ça, c'est ce qui crée ta réalité, en fait. Et donc peu importe où on a été, donc à Bali, au Cambodge, là, on a été, là, on vit au Portugal. Là, on revient de 15 jours, on a été à Dubaï, tu vois? Qui est quand même, très décrié, très, et j'ai kiffé vraiment tous ces voyages pour plein de raisons différentes, y compris Dubaï, parce que c'est une mixité de cultures, de tempéraments, de couleurs, de saveurs, de tout que je trouve génial et moi, je trouve que le voyage, ça t'ouvre l'esprit. Très clairement, ça t'ouvre l'esprit tout simplement. Tu rencontres des gens avec cette même ouverture d'esprit et pour le coup, ça met un petit coup de pied dans tes croyances à plein de niveaux. Et quand on est rentré en France, donc notre entourage, amis, famille, avait vécu, tous les confinements et machin et pas nous et on a vraiment senti cette différence de pensée, de liberté, tu vois, qu'on avait en nous avec, celle que notre entourage, vivait et qui était plutôt stressé, dans la peur et dans quelque chose de, «C'est horrible ce qui se passe», quoi. Donc je trouve que le voyage, ouvre, ouvre à tous les niveaux, des opportunités, l'esprit, le cœur, voir des gens qui sont heureux avec tellement moins que nous, voir, tu vois, la notion de lien aussi. Comment on vit en famille, dans d'autres cultures, comment est la relation dans d'autres cultures. Ça permet de prendre un peu de distance avec son nombril. Carrément. Merci Sandra. Alors d'ailleurs, je tiens à dire que le proverbe africain, il faut un village pour élever des enfants, je l'expérimente au quotidien en les voyant effectivement en tant que village élever un enfant et je me dis, ce proverbe a vraiment tout son sens. Effectivement, ça n'a aucun sens de demander à une famille nucléaire de 2 personnes de vouloir tout faire dans l'éducation de l'enfant. Absolument. Ça ne marche pas. Donc Mais non. effectivement, il y a beaucoup de choses que nous avons à apprendre ou réapprendre en allant regarder ailleurs. Ouais, ouais. Merci Sandra. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Sandra, Sébastien et Iléa qui étaient en arrière-plan, je peux peut-être vous faire revenir sur la scène 2 secondes pour vous montrer. Yes, venez mes amis, Alors, mon attendez, équipe, ma team. ils ont pas mis leur caméra, mais on va les mettre. Ah, mettez votre Euh, caméra.
Les voilà. Les voilà. Merci infiniment pour votre temps. Merci pour l'énergie que tu nous as donnée. On espère que tu en as reçu aussi. C'est un grand cadeau que tu nous as fait. Il y a eu beaucoup de commentaires très émus de ton partage, Sandra. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Si tu veux dire un dernier mot, c'est le moment. Eh ben, merci déjà, Raphaël, pour ton invitation. Merci d'avoir soutenu cet espace, d'avoir ouvert l'espace pour que je puisse y déposer ma parole. Et ça, c'est très, très chouette. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci pour vos partages. Je vous ai lu. Même si je n'ai pas répondu à tout le monde, je vous ai lu. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. Voilà, on est vraiment présent sur Instagram. Je réponds à tout le monde en commentaire et en message privé. Et au plaisir de se retrouver dans d'autres espaces, peut-être. Merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir. Pour moi aussi, et je précise que j'ai dit une grosse boulette, c'est pas somasowa.fr bien sûr, puisque tu es très international, c'est .com. Bon, ben voilà, j'ai fait tout faux, des clics avec des cas partout, somasowa.fr, c'est ça, de travailler. Déclic va être limité dans le temps pour ceux qui veulent bénéficier de la formation Déclic qui est complètement offerte et qui est une vraie pépite. Elle est offerte, mais elle est très puissante déjà en termes de transformation. Profitez-en maintenant parce qu'après, on l'enlève. Là, on va faire une pause par rapport à ça. Ok, bah super. Voilà. C'est un autre défi d'aller vous inscrire à Déclic avant la fin de ce sommet. Et voilà, bah merci à tous les trois et obrigada, comme on dit au Portugal, et à bientôt. A te breve. Merci. Attends, je regarde au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci pour votre audhenticité, votre générosité. Merci pour ce message. Ah, super. Je termine le live. Ciao tout le monde. À 18h, rendez-vous avec Christine Lévicki. On va parler d'oser briller sans se sacrifier, justement. Bye bye. J'appuie.